Allez, c'est quoi ta pellicule préférée? Ah putain, j'étais pas venu pour ça. Ok, bienvenue tout le monde sur ce 3e épisode de la saison 2 de Sit and Talk. Les épisodes s'enchaînent. Je suis aujourd'hui avec Thomas App. Salut Thomas. Salut, bienvenue à Saint-Nazaire. Ouais, on est en Bretagne ici ou pas? Ah non, alors ça, entre ça et les pellicules, t'es venu pour faire du débat. T'es venu pour faire du débat. On est en Loire-Atlantique. Ok. Voilà. Je suis pas vraiment d'ici, donc en fait je vais pas. T'es la Suisse, tu prends tes notes. Non, mais en fait moi je me suis installé à Saint-Nazaire il y a 3 ans maintenant, donc en fait je vais pas faire le breton, tu vois. Ça roule. Du coup, vas-y, on va commencer un petit peu ton parcours. Je vais te demander de te présenter pour celles et ceux qui te connaissent pas. Tu as une chaîne YouTube, mais tu fais pas que ça, j'imagine. Je sais pas. Non, je suis aussi. Alors, je m'appelle Thomas App. Voilà. J'ai créé ma chaîne YouTube il y a un peu plus de 5 ans. Avec pour projet de utiliser un peu plus mon matériel et m'améliorer en montage. Moi, je faisais déjà de la vidéo auparavant et il se trouve que je fais de la photo argentique et au fil de mon parcours de YouTube, j'ai commencé à orienter mes vidéos sur ma pratique photo argentique, qui était une pratique tout à fait loisir. Je ne suis pas professionnel en photo. Et c'est comme ça que je suis arrivé sur YouTube, mais de base, si on veut, j'ai toujours un peu tout fait en même temps, mais moi je suis comédien et réalisateur. Ok. Donc tu avais fait déjà des courts-métrages avant? Ouais, je faisais du court-métrage, je faisais un peu de presta, des captations de concerts, et l'envie de faire de la fiction, surtout, beaucoup. Et en tant que comédien, j'étais dans une compagnie de théâtre qui faisait du débat théâtral. Et j'intervenais dans des établissements scolaires. Ok, tu faisais ça où? En région parisienne. J'étais D'accord. en région parisienne et du coup, beaucoup d'établissements scolaires. Moi, j'étais dans une équipe qui travaillait auprès d'un public de collégiens, collégiennes, sur des thématiques vie affective, harcèlement scolaire, usage des écrans, etc. Donc, c'était un peu de la prévention, etc. Ok, cool. Et l'idée de YouTube, elle est venue combien de temps après ça? Enfin, t'as eu un shift dans ta carrière ou Ouais. comment ça s'est passé? Ce qui est marrant, c'est que moi, YouTube, je consommais peu, à part pour regarder des clips. C'était vraiment une période où moi, tout ce qui était YouTubeur... Genre des clips de musique? Ouais, clips de Ok, musique. d'accord. Ouais, je regardais des clips de musique. Enfin, YouTube me servait qu'à ça. Ou voir la mi-temps du Super Bowl, quoi. Tu vois, Yes, c'était okay. vraiment un usage assez musical et je connaissais pas trop le monde de création de contenu. Ouais, c'était récréatif, quoi, en gros. Ouais, c'était récréatif. Et puis, j'avais pas... je voyais qui c'était Norman, je voyais qui c'était Cyprien, mais c'est tout, tu vois. Je voyais qui c'était... pour moi, au début, on m'a parlé de vlog. Et j'étais là en train de me dire, mais c'est quoi le vlog? Pour moi, c'était Durandal, le vlog. Et en fait, on m'a présenté Casey Neistat. Ah ouais. Et j'ai été scotché, fasciné. Et en fait, je me suis un peu mis à ça avec l'idée vraiment d'utiliser mon matos. Et c'est là, en fait, où j'ai découvert un peu ce qu'était le YouTube de la création de contenu. Et t'as commencé par du vlog aussi? J'ai commencé par du vlog, ouais. D'accord, Ouais. ok. Au tout départ, j'ai vraiment commencé par du vlog. Donc le déclic, il vient d'un ami à moi qui s'appelle Jean Carénard, qui me présente YouTube un peu en me disant je pense que c'est chambé, ça pourrait être le meilleur endroit pour faire de la vidéo, toucher une audience, etc. Et moi, je me suis dit, allez, go. T'as adhéré au truc direct J'ai adhéré, j'ai du matos. Enfin, j'avais mon 5D Mark II à l'époque et j'avais mon téléphone et je m'étais dit, j'y vais, quoi. Et en fait, ça a été le début de ma recherche autour de YouTube et l'envie d'utiliser mon matos plutôt que d'attendre, surtout en fiction. Moi qui fais de la réalisation de fiction, monter des projets de court-métrage, monter des projets de fiction. Ça prend du temps. Ça prend du temps. Ouais. Et en fait, j'avais envie d'être en état. L'état que je préfère dans la réalisation d'un film, c'est le tournage. Et en fait, j'avais envie d'être en état de tournage. Tout le temps. Régulièrement. D'accord. Ouais. Et ce que j'avais comme possibilité à m'apporter dans mes compétences, c'était de pouvoir réaliser, filmer, monter tout et avoir tout le process régulièrement. D'avoir le sentiment d'accomplir un acte de réalisation, si on veut, ouais, carrément. Régulièrement. Et ça a été un peu
mon objectif, et je suis allé vers ça. Je me suis tenu à une vidéo. Au début, je faisais une vidéo par mois en vlog, Ouais. mais c'était le vlog de mes pérégrinations de comédien. J'avais des spectacles, j'avais des répètes, j'avais des Ah d'accord, ouais, tu avant-premières, des centrais trucs quand comme ça. même tes vidéos sur ton métier. Ouais, sur mon métier, sur mon activité artistique, parce Ok. que j'étais pas encore à un point où je me disais, bon, bah, ma vie quotidienne va être intéressante pour les gens. Donc, je prenais le prisme de, bah, moi, je suis interprète, je suis comédien, mon métier, c'est ça. J'habite en région parisienne, je fais du vélo, et voilà. Donc, Ok. en fait, là, j'ai le spectacle de machin, là, je joue ça, là, on va là. D'accord. Enfin, tu vois, Ouais, voilà. c'est vraiment J'anime un atelier. À l'époque, documenter j'animais ta un vie, atelier théâtre. Donc, je vloguais D'accord. pendant mon atelier théâtre, etc. Ok. Et comment tu as vu que YouTube pouvait petit à petit devenir quelque chose de plus sérieux pour toi? Alors, YouTube, c'est devenu quelque chose de plus sérieux pour moi au moment où j'ai commencé les tutoriels. D'accord. C'est bizarre, hein, mais du coup, je C'est- commençais. Tu faisais Ouais. des vlogs et après, petit à petit, tu as changé ton format, c'est ça? Ouais, c'est ça. En Ok. fait, au tout départ, je faisais des vlogs et je touchais une audience qui était mon entourage. En vrai, c'était les gens qui me connaissaient, qui connaissaient mon métier, qui connaissaient ma vie, qui étaient mes spectateurs et mes spectatrices. Ok. Euh, et bah, après la phase Neustadt, il y a eu la grande phase McKinnon. Ah ouais. Ah putain, mais c'est vrai. Hein. Je me retrouve à fond dans ce que tu dis, c'est drôle. Et du coup, c'est qui ce gars? Putain, j'aime Un- bien son un nouvel énergie, ovni, j'aime bien sa vibe. Et il y avait les 2 Minute Tuesday. Ah, putain, c'est vrai. Et je regardais aussi, parce que forcément, quand tu passes du temps à faire des vidéos sur YouTube, tu te demandes en gros comment être plus visible. Ouais, et puis tu consommes les autres, donc tu analyses, entre guillemets. Exactement. En fait, tu es dans un éternel, dans un éternel aller-retour Ouais. de je produis, puis je feedback, puis j'améliore, Ouais. puis je produis, puis j'améliore, puis je produis, puis j'améliore. Puis même encore aujourd'hui. Et hein. encore aujourd'hui, ouais, carrément. Et du coup, ça, c'est quelque chose qui me parlait terriblement. Et donc, McKinnon, les 2 Minute Tuesday, ce truc, ce rendez-vous, en fait. Ouais. Et je me suis dit, ah, ce système de rendez-vous, j'aime bien. Donc, j'ai commencé un format qui s'appelle Manuel Mode, qui partait d'une vanne. Au départ, je m'appelle pas Manuel, on va pas parler de mode, je m'appelle Thomas et on va parler photographie. Ok. argentique, tu vois. Et l'idée, c'était que dans mon entourage, je commençais à avoir des gens qui se mettaient à l'argentique et qui me posaient des questions. Et ils me posaient des questions, donc moi je leur répondais et je me suis rendu compte que j'étais ressource pour ces personnes-là qui débutaient. Et je me suis dit, je fais de l'argentique depuis suffisamment longtemps aujourd'hui, c'est un sujet que je maîtrise. Ouais. Donc tu te sens légitime d'en Et parler. Je me sentais légitime d'en parler. Je me disais, voilà, ça peut être les astuces, ça peut être quel boîtier, comment charger une pellicule dans un boîtier, etc. Ok. Et genre, dès les premières vidéos que j'ai fait de Manuel Mode, en fait, ça a cartonné. Ok. Enfin, ça a cartonné à mon échelle. Hein. Ouais, Moi, non, mais- je suis passé de mes 300-500 vues sur un vlog à des 10 000 vues sur une vidéo. C'est ouf, hein. C'est incroyable. Le, Pour le dire gap, que j'avais le gap est 1000 monstrueux. abonnés, tu vois. Ouais, ouais. Bah ouais, mais le gap est monstrueux, quoi. Ouais. Et là, je me suis dit, ah ok, YouTube, c'est aussi servir aux gens. Ouais. Apporter quelque chose. Et là, à ce moment-là, c'était apporter une forme de connaissance. Une forme de connaissance. Hein. Moi, c'est ce que je me dis toujours sur YouTube, c'est chaque vidéo doit avoir une valeur ajoutée. Mhm. Peu importe le contenu que je traite, que ce soit du test de matos, même du vlog ou n'importe quoi, faut qu'il y ait une valeur ajoutée pour celui qui consomme. Sinon, moi, je me dis, la vidéo, elle a aucun intérêt, en fait. Ouais, c'est moi-même quand je regarde du contenu, c'est qu'est-ce que ces Qu'est-ce que personnes ça m'apportent. m'apporte? Ouais, voilà, qu'est-ce que ça m'apporte? Et ça, j'ai mis du temps avant de le capter, mais je me suis dit, apporter le tutoriel, en gros, c'est purement ça. c'est le hack de YouTube, Bon, le c'est tutoriel. clair. En vrai, même que ce soit en argentique ou en numérique. Sauf que moi, j'ai eu du bol, c'est que j'ai commencé mes vidéos à une période où il y avait très peu de contenu argentique en francophone. Ouais. Et puis, il y avait déjà un engouement naissant pour l'argentique aussi. Carrément. Un re-engouement, Ouais. tu vois, c'est redevenu à la mode. Exactement. Et en fait, le timing était parfait, sans que ce soit stratégisé du tout. Ouais, ouais. Mais il se trouve que je suis arrivé avec d'autres gens à une période où il y avait une demande de contenu francophone sur l'argentique. Et il y avait EMGK qui faisait déjà des vidéos. Il y avait Traitement Croisé à l'époque. Il y avait déjà Click Argentique, je crois. On était 4-5. Il y avait Nicolas Petit aussi. Et en fait, c'était marrant parce que on pouvait se demander, se dire, ouais, mais il y a déjà un tel qui en fait. Pourquoi je vais le faire?
Et moi, je me suis pas plus posé la question de ça. Je me suis dit, bon, bah, il y a déjà un tel et un tel qui le fait. Moi, je vais le faire à ma sauce. Et en fait, ce qui a fonctionné, en tout cas pour moi, c'est que bah, il y a des gens qui se reconnaissaient dans ma dynamique, mon énergie, ma manière de voir les choses, plus que les notions théoriques sur l'argentique que je pouvais apporter. D'accord, ouais, c'est vraiment le côté où ils s'identifient plus à toi. C'est ça. Plus que les connaissances réelles que tu vas leur apporter. Ouais, mais c'est souvent un truc qu'on peut se demander quand on commence Internet, enfin quand on commence YouTube, en l'occurrence, sur du contenu un peu de formation ou de vulgarisation, si on veut, c'est de se dire, oui, mais il y a déjà Bidule qui en parle. Oui, mais déjà... peut-être que Bidule, j'ai pas d'affinité avec lui et que j'en aurais peut-être plus avec quelqu'un d'autre. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça qui s'est passé pour moi, parce que du coup, on avait quand même des profils assez différents dans les premières personnes qui ont commencé à parler d'argentique en francophone sur YouTube. On avait des personnalités suffisamment marquées et différentes pour toucher un large panel de personnes. Il c'est pas d'être the one and only, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Mais il s'agissait de créer un peu une diversité de profils qui font de l'argentique. Puis plus il y en a, plus ça attire tout le monde vers le haut aussi. Ouais. Parce que les gens qui te suivaient pas t'ont peut-être découvert via quelqu'un d'autre aussi. Exactement. Et pour moi, il n'y a pas de concurrence, c'est plus de l'entraide. Et plus il y a de personnes qui font le même type de contenu, là où les différences vont se faire, c'est au niveau des personnalités. Comme toi, t'en as une, moi j'en ai une, n'importe qui a une personnalité. Et c'est pas parce que le contenu est le même qu'il sera pas forcément regardé par... En fait, de toute façon, le contenu, d'une certaine manière, n'est pas le même. Parce que c'est la manière de présenter qui est différente. Exactement. Et tout. Mais Exactement. C'est-à-dire qu'on pourrait tous, pour revenir sur la blague, ça va devenir un running gag, on pourrait tous faire des vidéos sur ma pellicule argentique préférée. Ouais, c'est vrai. Et déjà parler de pellicules différentes. Ouais. Et l'aborder de manière complètement différente. Ouais, et puis c'est vrai, tu mets 10 personnes qui font de l'argentique, les 10 personnes vont dire des choses complètement différentes. Parce qu'ils n'ont pas le même parcours, parce qu'ils n'ont même pas la même pratique. C'est pas parce qu'on fait de l'argentique qu'on a la même pratique photo. Ah non, c'est déjà, clair. Tu vois, genre, en fait, c'est un dénominateur commun, mais qui est déjà très large. Ouais, parce que le parcours de tout le monde est différent. Exactement. Et donc, en fait, ça fait qu'aujourd'hui, on arrive à une scène argentique francophone qui est balèze. On doit être une trentaine de youtubeurs et youtubeuses à des calibres différents et avec des sensibilités très différentes. Et je trouve que c'est un mouvement, j'exagère en disant ça, mais c'est un beau mouvement en fait, de se dire, en France, il y a quand même une belle scène argentique qui est reconnaissable sur YouTube. Tout ça pour revenir à qu'est-ce qui m'a fait le déclic, etc. C'est les tutos, Manuel Mode. Ça a été vraiment un point, un pivot pour moi, pour YouTube. C'est les premiers partenariats à l'échelle de l'argentique. Ouais. Waouh, on m'a envoyé des pellicules. Début des monétisations aussi. Début de la monétisation, des marques qui t'envoient des pellicules, des marques qui me font confiance pour me soutenir sur ma production argentique. Aujourd'hui, je travaille avec un labo qui s'appelle Greniroll, qui du coup prend en charge mes devs, mes scans pour ma chaîne YouTube. Donc en fait, c'est un apport conséquent, moi, parce que comme plein de gens qui font des vidéos YouTube, c'est de la visibilité. C'est une visibilité terrible, et puis c'est un gain financier. Parce que faire une vidéo par semaine sur l'argentique, quand tu payes tes devs, j'allais dire, c'est pas pareil que... si, t'as payé ton boîtier quand tu fais du numérique, tu vois, mais tu vois, genre en fait, toutes les semaines, à chaque vidéo, t'as des coûts. C'est que là, tu le vois vraiment sortir l'argent en temps réel, tandis qu'un boîtier, tu l'achètes en une fois. Tu l'amortis d'une certaine manière. C'est-à-dire que si tu veux faire 15 face cam chez toi, tu peux. Ça t'a pas coûté plus cher. Non, c'est clair. Tandis que 15 développements, c'est le prix de 15 développements. C'est ça. Et d'un seul coup, moi, la question de je vais faire des reviews de pellicules que je paye de ma poche et que je dev de ma poche pour vous apporter un jugement dessus. Pour être rémunéré 2 euros par vidéo. Exactement. C'était un peu le piège du truc. Mais voilà, c'est pour ça que Manuel Mode, ça a été un vrai point marquant dans mon parcours sur YouTube. Parce que j'ai commencé à bosser. À l'époque, je bossais avec Nation Photo, qui prenait mes devs et mes scans en charge. Aujourd'hui, j'ai changé, je suis avec Greniroll. Les différentes marques, il y a Street Candy à l'époque, les Fimuashi, l'Homographie, qui m'ont envoyé des pellicules ou des appareils en test, etc. Et donc là, ça a commencé à bouger. Et aujourd'hui, j'ai pu mettre un peu de côté Manuel Mode, en gros à peu près au moment du confinement, où moi je me retrouvais plus trop dans cette espèce de tuto. J'avais besoin de rencontrer des gens, j'avais besoin d'échanger sur la photo et j'avais besoin de m'éloigner du regard caméra. Ouais. Et puis de pas t'enfermer aussi peut-être sur le même format. Exactement. Parce que ça peut être un piège, tu vois. Ouais, parce qu'en fait, au bout de 3 ans,
Moi, j'ai fait 3 ans de manuel mode. Hein, Ouais. donc, en fait, au bout de 3 ans, le truc qui était difficile pour moi, c'était que moi, j'avais l'impression de faire toujours la même chose. Sauf que toutes les semaines, tous les week-ends, je le voyais dans mes stats. Hein, tous les week-ends, il y avait des gens qui tapaient argentique sur YouTube et qui tombaient sur ma chaîne. Ah oui. Ouais, Et donc, toutes les semaines, il y avait des gens qui découvraient quelque chose que moi, je faisais depuis 3 ans. donc ça te donnait envie de continuer aussi, en quelque sorte. Ça donne envie de continuer et ça crée un décalage entre ce que le public voit, qui est du contenu d'il y a 3 ans, Ouais. mais qui leur sert aujourd'hui. Est-ce que toi, tu es Et aujourd'hui qui est Ouah, l'argentique, c'est charmé et tout. Eux, ils sont au début de leur montée de truc. Ouais. Et moi, je suis en fin de parcours. Ouais, d'accord. Donc, en fait, ça se croisait où qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue pour les abos, en gros, ou est-ce que je m'écoute et je vais vers autre chose? Et c'est là où j'ai décidé, où j'ai commencé à faire des rencontres avec d'autres photographes et que j'ai commencé un format où on échange nos appareils argentiques le temps d'une demi-journée. Ok. Ça a été l'occasion pour moi de rencontrer plein de photographes, d'essayer de nouveaux boîtiers et d'échanger en vrai, en vidéo avec des gens. Et pas juste d'être le gars qui parle à sa caméra ou qui parle à son audience. Ouais, parce que les rencontres, c'est carrément mieux déjà pour le créateur et puis pour... en tant que format, ça change, le format est cool. Ouais. Et puis en fait, tu vois, comme Et là... t'échanges en vrai, quoi. Ouais, t'échanges en vrai, tu te prépares, tu dis ouais, on peut se retrouver où? Ah, j'apporte ça, nanana. Enfin, Puis en fait, moi je trouve quelque chose en ça de plus naturel, tu vois, même comme le format du podcast ou des choses où c'est vraiment des vraies conversations de la vraie vie, plus naturel qu'une vidéo que tu peux scripter, tu peux la bien sûr. la modifier comme tu veux pour qu'elle soit vraiment parfaite pour celui qui va la regarder. Mhm. Là, c'est quelque chose de vraiment naturel dans lequel les gens peuvent se retrouver. Ouais, Vraiment, et qui se... Jusque-là, moi, je faisais des sessions photos tout seul. Ouais. Et il y avait le moment où moi, je sortais faire des sessions photos parce que je devais tester tel boîtier, tel truc. Donc, je faisais une session photo, c'était une session tournage. Et j'étais tout seul. Alors, moi, j'ai toujours eu une pratique a priori solitaire de la photographie. Donc, ça me gênait pas. J'avais pas de problème à me bouger pour sortir faire des photos. Surtout au début de ma chaîne. C'était vraiment easy. Ouais. Mais là, organiser, rencontrer des gens, c'est ce qui m'a donné envie aussi de faire des photos en groupe. D'une certaine manière, là, rencontrer des photographes pour faire des échanges d'appareils, c'était aussi l'occasion aussi de sortir du côté peut-être descendant de la transmission de la photo, du savoir, Et pour le mettre quelque en chose pratique. entre pairs, en fait, ouais. Ouais. Et de le mettre en pratique et de... Ouais, mais en fait, dans la communauté, il y a des gens qui savent des choses et en fait, on peut apprendre les uns des autres. Bah, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose dans lequel je crois profondément, que c'est fréquenter des gens qui font la même chose que toi, qui sont d'autres centres d'intérêt, qui le font depuis plus longtemps, j'en sais Ouais, et rien. puis qui n'ont pas la même pratique. Toi, tu as à apprendre d'eux et eux ont à apprendre de toi aussi. Carrément. C'est vraiment de l'échange mutuel. Et ça, c'est grave aussi simple intéressant. que tout à l'heure, je parle à Guillaume, il me dit j'ai tel boîtier. En fait, moi, je l'ai jamais vu son boîtier. Ouais. Je sais même pas. C'est lui l'expert de ce boîtier-là, c'est pas moi. Pendant un moment, moi, les gens, ils croyaient que comme je faisais manuel mode, ils m'envoyaient la référence de leur boîtier pour savoir ce que j'en pensais. Ouais, Comme si je connaissais tous les boîtiers Ouais, t'es argentiques pas de une la bible. C'est Mais parce que les gens te catégorisent comme étant le youtubeur. spécialiste, Voilà. le Donc, machin. tu dois tout savoir Exactement. Voilà. Et donc, en fait, je faisais des recherches Google pour les gens. pour leur répondre. Ah ouais, d'accord, parce qu'ils sont pas capables de le faire eux-mêmes. Non, mais c'est marrant parce que tu deviens le référentiel d'un truc que tu contrôles même plus. Parce C'est que vrai. les gens, ils ont une image de toi. C'est Qui vrai, est bah, faussé. après, ça doit t'arriver encore aujourd'hui. Moi-même, je reçois des messages. Ouais, c'est quoi le meilleur boîtier pour débuter, pour faire de la vidéo? Tu préfères quoi entre ça et ça? Bah, mec, c'est à toi de décider, quoi. Ouais. C'est ta vie, c'est ton business, Je quoi. préfère encore qu'on m'envoie. J'hésite entre ça et Ouais. je veux faire ça. Là, je peux te Là, au donner un moins, éclairage. t'as les cartes en main et tu peux C'est ça. guider, voilà. Mais du coup, là, l'envie, c'était de se retrouver avec d'autres photographes et de montrer que, en fait, moi, tu me montres un Leica M6. J'ai jamais eu de Leica M6 dans les mains. Tu vas m'apprendre, en fait. Bah ouais. Parce que ton boîtier, c'est toi qui es expert de ton boîtier. Moi, je suis pas l'expert de rien du tout, quoi qu'en pense la sphère Internet. Tu vois. Ouais. Donc, c'est comme ça que c'est un peu transformer le contenu du tutoriel, donc qui va vers, en fait, d'une certaine manière, à des échanges entre passionnés qui créent du savoir empirique. Ok. C'est Et bien résumé, ça. Fou. carrément. Je le mettrai Ouais, en, tu peux en faire- reel TikTok direct. Est-ce que tu avais une stratégie sur YouTube ou est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que tu as eu une stratégie au départ quand tu as vu que tu commençais à générer du revenu, quand tu as vu que ça devenait quelque chose de sérieux? Et est-ce que cette stratégie a évolué au fil du temps? Oui, alors la stratégie de base, c'était de rassembler une communauté.
En vrai, le vrai motif, il y avait l'envie de créer des vidéos, la capacité de le faire Ouais. et de créer une audience. Parce que dans mon idée, c'était genre, le jour où je veux faire un film, le jour où je veux faire quelque chose de plus grand, j'aurai déjà une audience. Ouais. C'est vraiment là, je suis carte sur table. Ok, C'était vraiment ça. c'est le ok. Sauf que entre deux, tu te fais rattraper par la réalité de ce que c'est. C'est-à-dire que tu as ce que tu projettes, tu te dis, ça va être ça, je vais créer une audience de ouf, et puis quand je vais sortir mon film, les salles seront là et tout. Non, Ok. mais tu vois, Ouais. et en fait, non, le chemin, il est plus sinueux que ça. Et ce qui se passe, c'est que finalement, je me suis retrouvé à créer une forme de communauté autour de la photo argentique, mais pas que. Et là, moi, l'objectif premier, c'était, c'est toujours la même chose. Hein, tu vises les 3000 abonnés, puis après, tu vises les 5000. Ouais, toujours après, le step après, quoi. 10 000. Maintenant que je suis à 15 000, je vise les 20 000 pour atteindre les 50, pour atteindre les 100. Enfin, ouais. genre, en fait, c'est pour les personnes qui, comme moi, ont toujours un projet en tête. La ligne d'arrivée, c'est tu la repousses toujours. Il y en a pas. Exactement. C'est un effet boule de neige, en gros. Plus la boule s'agrandit, plus tu as envie qu'elle s'agrandisse. Quoi. Et après, je pense qu'il y a des personnes qui se disent je peux faire ça et après je m'arrête. Mais moi, en fait, j'ai un tempérament qui fait que j'ai toujours envie de créer des trucs. Ouais, t'es drivé par la création et voilà. Donc en fait, une fois que je ferai un step, je me dirais maintenant je suis là, on fait quoi ? C'est toujours le maintenant on fait quoi ? Je pensais que j'allais atteindre un pic avec les 10 000 abonnés. Arrivé aux 10 000, je me disais allez, 10 de plus. Tu vois ? Et même si c'est un chiffre qui peut paraître futile, tu vois, le nombre d'abonnés, etc. Parce que quand tu regardes le nombre de vues, il n'est pas représentatif de mon nombre d'abonnés. Non, c'est clair. Et si tu regardes les grosses chaînes, je ne sais pas combien de millions d'abonnés, ils n'ont pas des stats terribles non plus. Tu vois, il y a eu une vraie descente là-dedans. Mais c'est quand même le marqueur de plein de choses pour plein d'interlocuteurs et d'interlocutrices. Ouais, et puis ça peut être un levier auprès des marques aussi. Exactement. Et moi, là, c'est devenu, depuis 1 an et demi, un bon levier pour moi pour avoir des collaborations rémunérées avec des marques, pour essayer de subvenir, on va dire, au moins à la production des vidéos, parce qu'aujourd'hui, produire un podcast, me déplacer pour aller je ne sais où en France, pour faire une collab avec un tel, etc., ça a un coût. Ouais. Et actuellement, mon activité professionnelle de comédien, de réalisateur, ne me permet pas, enfin, elle me permet de bouffer, quoi. Elle me permet pas d'amortir ce coût, financer la chaîne YouTube. Donc, la stratégie en soi, c'était d'atteindre un certain nombre d'abonnés pour être suffisamment... Moi, le but, c'était pas de faire des partenariats rémunérés à la base. Moi, je m'étais dit, je sais qu'il y a le CNC qui peut, au bout d'un moment, filer de la thune si tu as un certain nombre d'abonnés. Ouais, c'est 10 000, je crois, non ? C'est 10 000 abonnés. Sauf que, arrivé à mes 10 000 abonnés, je me suis dit, yes, CNC. J'ai jamais fait le pitch. Je l'ai jamais, j'ai jamais postulé. Ça fait plus d'1 an que j'ai atteint le pic des 10 000 et je suis comme ça. Pétoche. Oui, je fais le geste avec les mains, vous savez pas si vous écoutez le podcast. Mais je flippe en fait. Parce que, et qu'est-ce qui se passe si du haut de mes 10-15 000 abonnés, je fais un pitch pour le CNC et ils me disent non ? On t'aura tenté ? Je sais, mais tu vois, il y a quand même cette espèce de truc où tu peux avoir l'impression... En fait, pour l'instant, je gagne. Ouais. Tu continues dans ta lancée. Ouais, en fait. Je continue de gagner selon les codes que je connais. Ok. Dès lors que c'est dans ta zone de confort, entre guillemets. D'une certaine manière, mais franchement, c'est terrible de se rendre compte de ça. Mais en vrai, je reste dans ma zone de confort. Si ça fonctionne, tant mieux. Hein. Pour l'instant, ça va. Et en fait, tu as cette espèce de truc qui... c'est une peur que j'avais peut-être déjà avant, très honnêtement, d'affronter les institutions financeuses de la création et tu vois, dans la fiction et dans le documentaire et dans le cinéma en général, sans les institutions culturelles, c'est difficile de monter un projet, quoi. C'est clair. Donc j'ai changé je suis passé de l'autre côté en allant vers YouTube dans un phénomène hyper capitaliste, ultra libéral. Tu vois, c'est vrai. Et je joue avec ces codes là. Et en même temps, j'ai quand même, malgré un peu, comment dire, la reconnaissance en termes de chiffres et en termes de gens, que ce que je fais a de la valeur, quand même aller me réaffronter au CNC, c'est flippant. Ouais. Parce que c'est sortir de ta zone de confort et c'est mettre les pieds dans quelque chose qui est inconnu peut-être pour toi jusqu'à présent. Et malgré tout, j'avais peur il y a 5 ans quand j'ai commencé YouTube
de faire des dossiers de sub. Ouais. Après 5 ans de YouTube et une certaine validation extérieure, bah, j'ai quand même peur. Je sais pas, hein, peut-être après ce podcast, je vais avoir une révélation. Ah ouais, Je vais on va dire, recevoir un message demain, c'est bon. c'est bon, j'ai fait mon pitch du CNC. Et du coup, ouais, on peut essayer de bifurquer un peu là-dessus. Ouais. Est-ce que tu as des... Parce que tu nous disais que tu étais comédien, réalisateur. Est-ce que tu as des idées de projets que tu aimerais mettre en place, de films, courts-métrages Ouais, j'ai pas mal de projets en cours. En fait, j'ai plein de projets de courts-métrages et de fiction sur lesquels je bosse à l'écriture, là. Ok. J'ai fait un documentaire récemment, il y a quelques années maintenant, il y a 2 ans, sur le travail photographique de Julie Laporte, qui est tireur-filtreur noir et blanc chez Cadre en Scène. Et elle a la particularité de faire du tirage grand format. Ok. Et ça, c'est un projet que j'ai fait un peu en accident de parcours de YouTube. Je venais faire une visite de labo et en fait, je rencontre cet artiste et en fait, je filme un truc de ouf et je me dis, mais ça peut pas juste être une visite de labo là, j'ai le contenu d'un docu. Ok. Et donc, j'ai fait un docu. Tu t'es rendu compte de ça Ouais, quand tu étais sur place ouais. hein Mais du Ok. coup, c'est marrant parce que je me serais pas mis dans cette routine créative qu'est YouTube. Ouais, t'aurais jamais eu cette opportunité-là. J'aurais pas pensé à faire un truc sur le tirage grand format qui en plus est de la photographie abstraite. Ah oui. Non mais tu vois, c'est genre Ok. Truc tellement de ouais. niche quoi. Ouais, non, que... et j'y aurais pas pensé. Mais comme j'étais dans la volonté de faire des vidéos, de rencontrer des gens, de parler un peu plus de tirage, parce que moi j'avais découvert le tirage noir et blanc, etc. Qu'on m'avait dit, va voir cette meuf, ce qu'elle fait, ça défonce. Et j'y suis allé les yeux fermés, j'ai rencontré la personne, et ce qu'elle fait, ça défonce. Et du coup, j'ai fait un film qui s'appelle L'image va rester, qui est un 25 minutes, et que j'ai même pas sorti sur YouTube en public encore. Ah ouais, ok. Alors, je souhaite le faire là prochainement, probablement courant 2024, parce que là, j'ai du coup voulu organiser des projections de ce film D'accord. dans des lieux dédiés à l'argentique pour un peu le diffuser et rencontrer des gens dans une salle. Ouais. Enfin, tu vois, genre, ouais, des vraies personnes. en projection, quoi. Faire des contacts aussi. Parce que, en fait, c'est triste à dire, mais c'est pas parce qu'il y a les vues que t'as l'impression que c'est vu. Je sais pas, c'est Ouais, un je peu vois ce que tu veux dire. bizarre. Ouais. J'ai fait des projections de L'image va rester, ce documentaire, à plusieurs reprises, et j'ai dû rencontrer en tout et pour tout entre 40 et 100 personnes, max. Parce que c'était des jauges limitées. Ouais. Et c'est 40, 50 personnes avec qui j'ai pu discuter du film. Ça a plus de valeur humaine pour moi de rencontrer ces personnes à l'occasion de projections, même si c'est pas la plus grande audience possible qu'est l'audience d'Internet. Ouais. Mais ce sont des rencontres qui ont, à un moment donné, confirmé le pourquoi j'ai envie de faire des films. C'est pour connecter avec les autres. Ouais. Et même si Internet, c'est formidable, il y a... la rencontre humaine ne remplacera jamais un commentaire sur une vidéo. Quoi. C'est ça. Et même le commentaire le plus bien écrit, c'est clair. le plus, qui fasse plus pertinent. Ouais, qui te refasse ta journée ou quoi. Waouh. Hier soir, j'ai lu un commentaire horrible sur une de mes vidéos. Ok. J'ai turbiné pendant 4 heures, alors que sur encore une autre vidéo que j'avais sortie là, sur l'Aérochrome, j'avais plein de commentaires hyper positifs. Et j'ai reçu un commentaire d'un mec qui est mal luné ou qui me prend avec un ton condescendant. Et ça m'a pourri la tête. Ah ouais. Tu vois, non mais c'est... T'as beau te dire, ouais, non, moi, les commentaires, je change de film. Moi, il y a des fois... En fait, juste, des fois, il faut que je les ferme, il faut que je regarde pas. Ouais. Mais j'essaie de faire ça aussi, ouais. C'est compliqué. Hein. Mais c'est hyper compliqué. Et c'est hyper compliqué de se rendre compte que, en fait, 15 commentaires positifs font jamais le poids contre un commentaire négatif. C'est triste à dire. Ah ouais, mais c'est vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. J'en reçois, en ce moment, récemment, j'en ai reçu un petit peu des commentaires négatifs. Moi, c'est souvent bienveillant. Je sais pas pourquoi. Cool. Je sais pas ce que je dégage ou quoi, mais je sais que les gens me descendent pas en mode vas-y, je te pète la gueule en 2 secondes et puis c'est terminé pour toi. Non, ils sont assez bienveillants en général. Mais récemment, j'ai reçu un commentaire, je sais plus sur quelle vidéo. J'avais fait une vidéo avec Damien Bernal sur les prédictions que va avoir le Canon R1 qui n'est pas encore sorti, qui n'est pas encore annoncé. Voilà, on s'était dit... moi, j'avais eu cette idée de vidéo, je l'ai proposé, il m'a dit « Ok, je suis chaud, on a fait cette vidéo. » Et je reçois un commentaire de quelqu'un, tant pis si tu regardes cette vidéo, mais t'es une merde. Non, mais c'est vrai. Je suis d'accord.
je plus sois. Le mec, il dit en gros, je me désabonne, ce genre de vidéo pour faire du clic, ça sert absolument à rien. Oui, d'accord, ouais. Il a pas du tout compris l'intérêt de cette vidéo-là. Oui, il a oui. pas du tout compris. Il l'a même pas regardé, si ça se trouve. Il a juste regardé le titre et la miniature, il a commenté, il s'est barré. Ce genre de commentaire-là, à la limite, désabonne-toi, je m'en fous, mais dis-le pas en public, quoi. Non, mais et puis ça apporte rien du tout, quoi. Mais je peux comprendre, mais c'est un truc qui est bizarre parce que c'est un truc moi auquel j'étais pas préparé. C'était de se rendre compte qu'il y a des gens qui aimaient bien ce que tu faisais et qui un jour décident qu'ils aiment plus ce que tu fais et qu'ils les saoulent. Et ça, c'est dur parce que tu as un peu tendance à te dire ouais, je vais rassembler des gens et tous ces gens, ça se cumule. Mais ouais, parce que tu as envie que ce soit un petit cocon, un petit truc de bonheur et tout. Enfin, c'est pas sans faire. C'est un peu je veux pas faire. Ouais, voilà. On est un peu bisounours, hein, quand même au fond. Bah, c'est vrai, tu as envie que ça se passe bien quand même. Ouais. C'est ta chaîne, tu as envie que tout le monde ait soit bien élevé, dise des choses pas forcément positives, mais constructives surtout. Carrément. Moi, j'ai rien contre les commentaires négatifs, mais tant que c'est constructif, ça peut m'aider, ça peut aider tout le monde. Oui, et puis c'est terrible et parce qu'en fait, c'est encore une histoire de quelle image les gens projettent sur nous. Parce que passer un certain nombre d'abonnés, passer un certain cap de stratégie, moi, à un moment donné, de faire des miniatures plus youtubesques, d'avoir des titres plus attractifs, et ben en fait, ça renvoie une image pour certaines personnes qui donne l'impression que t'es plus en lien avec eux. T'es plus comme avant. Ouais. Tu vois, t'es plus comme ils t'ont connu. Puis mine de rien, ce que tu fais, plus tu augmentes en termes de chiffres d'abonnés, tout ce que fait, ça a du poids de plus en plus. Ça devient, Donc forcément, il y a des gens qui vont aimer, d'autres moins. Et tu peux pas plaire à tout le monde, ça, il faut s'en rendre compte. Oui, et surtout que, moi, en vrai, la manière dont je fais mes vidéos, à part certaines qui sont très produites, genre 5 vidéos, j'ai fait 5 vidéos l'année dernière qui étaient plus produites que les autres, mais en vrai, la manière dont je fais mes vidéos est pas si différente qu'il y a 5 ans. Ouais. Tu vois, mais ça se voit pas, en fait. Et comme tu dis, le mec, il a peut-être juste vu les miniatures et les titres de tes 10 dernières vidéos et il s'est dit, ça commence à me saouler. Mais moi, ça m'est arrivé. Hein. On parlait de McKinnon il n'y a pas longtemps. Il y a 10 minutes. et en fait, il y a eu un moment où il y a eu un shift dans le marketing, d'une certaine manière. Donc, miniature, titre, qui a fait que moi, j'ai moins envie de cliquer. Il y a eu une période où je cliquais à chaque vidéo quand ça sortait, j'étais au rendez-vous. Mais au bout d'un moment, je remarque que tu vises un peu une autre audience, tu joues les jeux de YouTube, et moi, ça me parle moins. Mais je suis jamais arrivé dans les commentaires de Peter McKinnon pour lui dire à quel point il avait changé, tu vois. Ouais. Genre comme si tu le connaissais, quoi. Mais le déjà, mec, il fait sa vie. Enfin, ouais, c'est clair, il fait ce qu'il veut, il propose le contenu qu'il a envie. Je veux dire, Peter McKinnon, il est dans ma vie, mais moi, je suis pas dans la sienne. Ouais, c'est vrai. Tu vois, donc ils s'en foutent. Exactement. Ouais, t'as tout dit, hein. Et c'est le cas pour n'importe quelle échelle de youtubeurs, de créateurs, peu importe, à n'importe quelle échelle, c'est le cas aussi. Hein. Ouais, c'est les gens se cachent derrière des pseudos à balancer des commentaires négatifs. C'est facile de faire ça, mais tu vois, tout à l'heure, tu parlais de projection cinéma dans des salles réelles. Jamais personne vient te dire en face je me désabonne de toi. Ce serait génial. Ce serait incroyable. Ce serait fou en vrai. Projection. Le mec qui se lève. Le mec qui te balance des tomates et tout. Tu vois, au moins, il y a un côté. Mais t'as pas ça en vrai. Moi je fais du théâtre, hein, je suis préparé à ça. Potentiellement, vas-y, tu veux m'éteindre, éteins-moi de manière spectaculaire. Ok. S'il te plaît. Tu vois, genre. Ça fera du buzz, on mettra ça sur TikTok. Viens dans une projo, fais un scandale, jette ta chaise par terre, au moins on rigole un peu, tu vois, du spectacle. C'est clair. Ouais, c'est vrai. Hein. En commentaire, il n'y a pas de spectacle. Non. Et c'est aussi cette différence de poids. C'est pas une différence de poids de la parole, mais c'est-à-dire que moi, pour prendre la parole sur ma chaîne YouTube, et plein de créateurs et de créatrices sur Internet, on sue le maillot, tu vois. Genre, on sort des caméras, on essaye de filmer, on scripte, on passe des heures à faire du montage pour publier un truc, tu vois. Genre, on fait pas... Quand tu sors une vidéo sur YouTube, c'est pas un tweet. Non, t'y as passé du temps, quoi. C'est clair. C'est pas 140 caractères que t'as fait ça entre ouais, ton t'as café réfléchi et au ta salle de bain, concept, t'as tourné ta caméra. Ouais, tu te fais chier, tu vois, genre, en fait, potentiellement, t'as réfléchi quand même un peu. Peut-être des fois, on dit de la merde, hein. Y a plein... Justement, parce qu'il y a plein d'à côté qui font que des fois, on oublie le script. Des fois, on se laisse aller, on dit une ânerie. Oui, ça arrive, mais t'as toujours Jean-Michel rattrape le coup qui fait... Et t'as un truc genre, mais en fait, tu vas écrire un commentaire, ça va te prendre 5 minutes, tu vois, j'exagère. Encore s'il est bien énervé, c'est 30 secondes. Hein. Ça peut, tu vois. Ça peut péter le moral de quelqu'un. Après, vas-y, c'est le jeu, tu vois. Je te dis, clair. Je suis comédien, je sais ce que c'est que de diffuser son travail sur Internet, je sais ce que c'est Internet. Je veux dire, j'ai 37 piges, genre
je vais pas m'arrêter de vivre à cause d'un commentaire, Non, c'est clair. etc. Après, je ne me souhaite pas de vivre du harcèlement ou quoi que ce soit, tu vois, mais genre, en fait, bah, c'est la scène sur laquelle on est. Ouais. Donc, Faut cette l'accepter. scène-là, elle a des codes. Malheureusement. Faut l'accepter. Il y a des gens comme ça. Bah, vaut chiant. mieux. Moi, j'ai plutôt tendance à retenir le positif que le négatif. Du coup, je retiens beaucoup plus les. Bah, que je sais pas en fait. Parce Non, que je te parle de. Notre cerveau, j'ai l'impression qu'il est En fait, ramifié pour retenir le négatif pour se préserver après. Tu vois. Bon, on retient plus le négatif parce qu'on est moins habitué à le recevoir et on est peut-être moins préparé à le recevoir parce que ça arrive comme ça d'un coup sec. Mais j'ai quand même beaucoup plus de plaisir forcément à recevoir les commentaires positifs, même si je les retiens moins, tu vois. Oui, carrément. Et comme tu disais tout à l'heure, 10 commentaires positifs face à un commentaire négatif, bah, la balance, elle est quand même assez... Ouais. Mais c'est super dur parce que, en fait, on n'a pas envie... En fait, le pire, je crois que c'est que moi, j'ai pas envie qu'on me manque de respect ou qu'on considère qu'on sait des choses sur moi sous prétexte que j'ai une chaîne YouTube. Parce qu'en vrai, si tu me connais pas dans la vie, tu me connais pas. Bah enfin, oui. tu vois, genre, en fait... Ouais, c'est clair. T'as qu'une facette de ma personnalité. Quand t'as pas idée de ce que c'est mon quotidien, tu sais pas où j'habite, tu sais pas ce que je traverse, tu sais pas ma vie de famille, c'est clair. tu sais pas ce que ça me coûte de continuer de faire des vidéos aujourd'hui. Oui, ça se trouve c'est quelque chose de très pesant et, et personne ne le sait. En fait, tu vois. t'en sais rien. Toi, tu montres que ce que t'as envie de montrer. Bah ouais. Mais les gens savent pas. spectacle. Bah c'est ça. Tu sais pas il y a quoi derrière le rideau C'est en clair. fait. Et finalement peut-être c'est ce qui moi dans mon parcours va me servir le plus, c'est mon expérience du théâtre et la connaissance de je sais ce qui se passe sur scène, je sais ce que ça me demande de faire et j'ai aucun problème à pas le montrer. Ouais, d'accord. Parce que tu vois, parce que c'est le spectacle, parce que ici on est sur scène et sur scène même s'il y a un projo qui tombe, un truc, enfin tu vois, il y a un trou de texte, il y a n'importe quoi, même s'il y a un imprévu, c'est le spectacle. Okay. On fait avec. Et t'envisages YouTube un peu pareil? Tu le vois pareil? Oui, il y a un truc un peu comme ça. Okay. C'est-à-dire que oui, c'est l'impro. C'est-à-dire que derrière, si j'ai un problème de montage, ou si j'ai perdu des rushs, ou j'en sais rien, soit j'accepte d'en faire un truc dans la vidéo, mais du coup ça sert ma narration, soit je le cache. Et tu vois pas que j'ai perdu des rushs. Ouais. Tu vois, genre récemment, j'ai fait une vidéo avec Eric Gibaud, on a fait des photos. La pellicule s'est mal chargée. Ouais, j'ai assumé de dire la pellicule s'est mal chargée, etc. Ouais, t'as dû refaire j'ai refait toutes les photos. Ouais, j'ai vu ça. Mais j'aurais très bien pu cacher cette partie-là, refaire toutes les photos et faire croire que l'échange s'était bien passé. C'est juste que moi, à ce moment-là, je me suis dit « Ah non, mais c'est intéressant parce qu'en fait, genre j'ai beau avoir 15 ans de photos argentiques dans les pattes, je peux quand même mal charger une péloche et en fait, ça arrive encore. Et il y a des gens qui me disent alors Thomas, on regarde pas la molette qui déroule sur le côté, nanana. Je fais oui, si, je sais, je la connais la technique, j'ai fait une vidéo dessus. Je suis au courant. Mais il suffit d'une fois pour je suis au courant, mais je fais encore des erreurs. Donc en fait, c'est clair. Il y a que ceux qui font pas qui se trompent pas. Donc en fait, des fois, tu fais de la photo argentique, t'as beau essayer de contrôler tout ce que tu peux, on contrôle rien. C'est pas de bol, c'est comme ça, tu vois. Et donc je me suis dit, ça raconte quelque chose d'intéressant sur la pratique de la photographie argentique, donc je vais le laisser. En plus, si on veut, derrière, c'est une stratégie, tu vas faire un peu de drama. Ouais, carrément. Machin, tu vois. Mais oui, puis c'est comme tu dis, ça sert ta narration, ça t'en fait une vidéo. Il n'y a rien que je fais pas consciemment. Oui. C'est-à-dire que j'ai passé 8 heures à monter cette vidéo. Ouais, c'est clair. Si tu crois que je contrôle pas ce que j'ai mis dans la vidéo, c'est que je suis un teubé. Ouais, c'est clair, un problème. Tu penses que je suis bête, c'est pas possible, tu vois. J'ai 8 heures que je suis sur le truc et je me rends pas compte que je raconte ça. Enfin, après, bien sûr, il y a des choses où on se rend pas compte de tout ce qu'on dégage, de tout ce que ça véhicule, etc. Mais là, dans le montage et dans la structure narrative d'une vidéo, je suis au courant de ce qui se passe et pourquoi je le fais. Quand même, oui. On était parti sur l'argentique, du coup. Tu avais fait une petite bifurcation. Tu m'avais lancé des petites perches vers le sujet de l'argentique. On va essayer de creuser un peu plus le sujet. Donc, tu m'avais dit que tu en faisais depuis longtemps. Ouais. Comment tu as découvert l'argentique ? Eh ben, j'ai commencé j'ai commencé la photo avec l'argentique parce que, d'accord. Comme je disais tout à l'heure, moi, je suis né dans les années 80, fin 80, donc j'ai grandi dans les années 90. Ouais. Et quand tu voulais faire de la photo à l'époque, moi, quand j'avais 13-14 ans,
bah, il y avait que l'argentique en fait. Le numérique, enfin, c'était pas très. Je sais même C'était pas le si début, mais répandu. moins démocratisé peut-être. Ouais. Franchement, même, je sais pas, je suis même pas sûr. Hein. Enfin bref, je Ouais. vais pas refaire une histoire de la photo parce que j'ai pas de connaissances en histoire de la photo. Mais quoi qu'il en soit, moi à l'époque, faire de la photo, c'était utiliser l'appareil photo que mon père avait. Donc c'était un Olympus OM10 qu'il avait acheté à ma naissance. Et en fait, c'est lui qui m'a appris à charger une pellicule, à faire la mise au point, tu vois, avec la mire au milieu, Ouais, etc. Et j'ai commencé un peu à faire de la photo vers mes 14 ans, 15 ans. Je faisais des photos de mes potes quand j'allais au cours de théâtre. J'avais un peu mon appareil avec moi. Je chargeais de l'Ilford HP5. Parce que pour moi, faire de la photo, c'était faire du noir et blanc. Il y avait quelque chose d'une envie de faire de la photo d'art, mais en fait, j'avais la vie d'un gamin de 14 ans dans le 13e arrondissement de Paris. Donc, en fait, je faisais des photos de mes potes. Ouais. Les trois quarts, je faisais des fois un petit peu, j'allais dire de photos dans la rue, mais c'était pas de la photo de rue. Hein. En fait, je faisais beaucoup des bâtiments, là où j'étais, quoi, en fait. Mais j'avais pas une démarche photo à 14 ans, 15 ans. Moi, Ouais, c'est développé petit à petit. Ouais, je faisais des images. Et puis, j'allais chez... Enfin, tu vois, s'il y avait encore Photoservice ou Carrefour, ils proposaient de développer tes films, tu vois. Et il n'y avait pas de numérisation possible. Moi-même, j'avais pas d'ordinateur à l'époque. Ouais, on avait les tirages et c'est tout. Tu fais ça dans des livres photos. Exactement. Et quand j'étais en troisième, j'ai pu faire mon stage de troisième avec un photographe. Et donc, j'ai découvert pour la première fois le développement, la planche contact, le tirage noir et blanc, mais c'était un stage de troisième. Ouais. Donc après, j'ai pas eu l'occasion de refaire du tirage jusqu'à 2021, où j'ai découvert vraiment le tirage avec Fred Goyot, qui m'a formé au tirage noir et blanc à l'occasion d'un week-end d'initiation. Et après, maintenant, j'ai installé ma chambre dans ma salle de bain. Enfin, j'ai mon agrandisseur dans ma salle de bain et je fais du tirage dans ma salle de bain. Mais donc, la photo argentique, voilà, j'ai commencé assez jeune et j'en ai vraiment beaucoup fait quand j'étais à la fac, en découvrant les appareils de chez Lomographie et les pellicules de chez Lomographie. Donc, c'est des toy caméras, donc c'est des appareils photo un peu en plastique, un peu avec fisheye. Tu vois, c'est vraiment loisir, quoi. Ouais. Et moi, je faisais des photos, toujours de ma vie quotidienne, un peu, mes potes en soirée, avec des flashs de couleurs, des poses longues et du flash. Enfin, tu vois, voilà, c'était vraiment toute cette période-là quand j'étais à la fac. Et donc, c'est là où j'ai vraiment expérimenté le plus de pellicules, traitements croisés, double expo. Ouais, donc là, c'était l'expérimentation vraiment plus, quoi. Ouais, expérimentation à fond. Et j'ai repris la photo argentique. J'ai eu une petite phase où j'en faisais plus trop. Après, à peu près au moment où j'ai repris ma chaîne YouTube, enfin où j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai commencé à reprendre l'argentique aussi un peu à ce moment-là. Ok. Et du coup, ça a été une raison de continuer en fait l'argentique, ta chaîne YouTube, ou ouais, carrément. C'est l'inverse. En fait, j'avais une pratique photo, mais qui s'est forcément intensifiée d'une certaine manière à cause de YouTube. C'est-à-dire que YouTube m'a permis de et j'en parle dans une vidéo, YouTube m'a permis de faire plus de photos, vraiment. Parce que si je tenais juste à ma pratique personnelle, je fais mes photos du quotidien, même encore aujourd'hui, mais je me fais pas des grandes sorties ou des trucs comme ça. Ouais. Et là, le fait d'avoir des vidéos à tourner, des pellicules à tester, des boîtiers à essayer, etc., ça m'a poussé à sortir, faire des photos, parce que j'avais un impératif de vidéo. Donc en fait, il y a eu un petit moment où c'était... une belle harmonie entre les deux, où j'arrivais à avoir envie de faire des photos et en plus de faire des vidéos sur le fait que je faisais des photos. Ouais, ok. Et en fait, du coup, t'as toujours cette envie-là aussi de faire des photos. Mais... Ouais, carrément. En fait, l'envie de faire des photos, elle est différente aujourd'hui parce que comme j'ai commencé là depuis septembre à faire 2 vidéos par semaine, en fait, ça me demande beaucoup de temps de production vidéo et ça fait que, en plus avec la météo qu'il y a, ça fait que je fais beaucoup moins de photos. Là, en ce moment... Vraiment, au jour d'aujourd'hui, je suis dans une phase où je parle plus de photos argentiques que je n'en fais. Ouais. Mais c'est le jeu. Hein. Bah ouais, c'est clair. Mais je pense que je suis aussi dans une phase où j'ai besoin de faire moins de photos et de me poser un peu plus la question de pourquoi j'en fais. Pour quand tu vas en faire, retrouver peut-être plus cet état d'esprit de j'ai envie de faire des photos, quoi. Carrément, en fait, j'avais vraiment une pratique photo du quotidien et un peu, entre guillemets, sportive, dans le sens où... comme des gens vont courir, moi je fais de la photo, tu vois. Et là beaucoup moins.
Là, c'est pas que j'attends les projets pour faire de la photo, c'est que avant que je charge une pellicule et que je bombarde comme je bombardais, avant je faisais une 36 poses en 2 heures. Ah oui. Ouais. Parce que, déjà, il y avait l'impératif de la vidéo, mais parce que j'étais dans un environnement qui me le permettait et que je connaissais. Là, le fait d'avoir emménagé à Saint-Nazaire, ça a beaucoup changé ma pratique photo. Ah ouais? Ouais, parce que moi, Paris, je connais, et j'ai appris la photo dans un environnement comme Paris. Là, Saint-Nazaire, moi, j'habite un peu dans un quartier un peu excentré du centre-ville, donc, du coup, et c'est pas un environnement de ville. Beaucoup, enfin de grosses villes. Ouais, J'ai ouais. l'habitude des grosses villes. D'accord. Saint-Nazaire, ouais, c'est pas très gros. C'est pas une grosse ville, c'est pas Nantes, tu vois. Ouais. Et il y a beaucoup de paysages, beaucoup de plages, de trucs, de machin. Et c'est quelque chose qui m'attire un peu moins en photographie. Toi, c'est plus ville, les rues. C'est plus ville, je fais beaucoup d'archives. Enfin, tu vois, genre, il y a vraiment un truc où j'ai besoin d'être dans une espèce de mouvement. Tu vois. Et ça révèle sur moi aussi des mécanismes que j'ai et qui font que l'engouement à faire de la photo est pas le même quand je suis pas dans un environnement auquel je suis habitué. D'accord. Et du coup, ouais, Ça, je me l'explique pas. Ouais. Et tu te sens inspiré quand même quand tu fais des sorties ici Oui, parce que du coup, je fais beaucoup moins de photos. Donc, du coup, quand j'en fais, il y a un peu un côté « Waouh, c'est trop bien, c'est comme ça !» Tu vois, genre, je suis hyper excité d'en faire. Okay. Mais je mets plus de temps à m'y mettre. C'est-à-dire que quand j'étais dans un flux, je chargeais, je finissais une pellicule, je rechargeais et ainsi de suite, tu vois. Genre, ouais, c'était discontinu, quoi. C'était continu. Ouais, alors que là, c'est tellement discontinu oui. que ça fait que genre, qu'est-ce que je vais charger? Genre, je me fais des états d'âme, genre, est-ce que je charge cette pellicule? Alors qu'avant, la pellicule qui est dans mon boîtier, c'est la pellicule qui est dans mon boîtier, et puis vivement la prochaine. Enfin, tu vois, genre, en fait, c'est pas grave. Là, avant de charger, faut que je me dise, attends, est-ce que je vais réussir à finir ma pellicule? Parce que là, vu la saison, si je mets une sans hasard, je vais être cuit pour 6 mois. Là, oui, il fait nuit pendant 6 mois. Ouais, c'est ça. Donc, en fait, mon hectare 100, je l'ai pas chargé cet été, elle va attendre l'été prochain. Ouais, d'accord. Ouais. Donc, normal. Donc voilà. Donc la pratique photo, c'est marrant parce que ça évolue. Ça évolue beaucoup et je suis assez transparent avec le fait que y a des périodes où je fais pas faire de photos et c'est pas grave. En fait. C'est par cycle. Ouais, c'est carrément par cycle. Je pense que c'est le cas pour beaucoup de personnes. Hein. Ouais. Mais ça joue. Je trouve que ça joue avec l'inspiration, ça joue avec l'envie de créer, ça joue avec. Moi, en fait, il y a aussi assumer que moi, je suis à un endroit de discussion sur la photo. Sur Internet, tu vois. Je suis à un endroit où on a l'impression que j'en fais énormément. Ouais. C'est toute ma vie, tu vois. Et il y a des périodes où c'est vraiment toute ma vie, et il y a des périodes où pas du tout. Là, tu vois, je redécouvre des images que j'ai prises il y a 10 ans, parce que je commence à faire des tirages de lecture. Et ça, j'en parle pas sur ma chaîne YouTube, pour l'instant, parce que, en fait, j'ai envie d'éprouver ce processus-là, genre un peu intimement. Ouais. Et de pas en faire un contenu absolu tout le temps, tu vois. Peut-être plus tard. Carrément. Laisser mûrir le truc. Et j'aurais aucun problème à en parler plus tard et à parler pourquoi j'en ai pas parlé. Oui. Tu vois, et encore une fois, cette espèce de truc de genre sur scène et en coulisses, il y a toujours des choses qui se passent. C'est-à-dire qu'en fait, penser que ce que tu vois de la partie émergée de l'iceberg, et en fait, penser que c'est que ça ma pratique. Ça cache une partie qui est submergée, qui est beaucoup plus profonde. Toute une partie dont je vais pas parler parce que j'ai besoin de vivre ce processus-là avant d'en parler. On met pas tout ce qu'on vit sur YouTube, forcément. C'est pas parce qu'on fait des vidéos sur YouTube que on est obligé de tout mettre. Oui, et puis on n'est pas en temps réel. Non, en fait, quand je te dis j'ai réalisé ça, généralement ça fait 3 mois que je m'en suis rendu compte. Tu vois. Ah oui. Non mais tu vois, d'accord. Il y a jamais j'ai jamais une vidéo où je dis waouh, je viens de me rendre compte d'un truc. Non. Et puis 5 minutes après c'est en ligne, tu vois. Oui, non, c'est fou. Enfin, tu vois, genre. Et du coup, là, moi je redécouvre mes photos, je redécouvre ce que j'ai fait à une période où je me posais pas beaucoup de questions sur pourquoi je faisais des photos et comment j'en faisais, etc. Et je repasse dedans avec le regard de maintenant, avec une forme de nostalgie. Je repasse dans des photos d'un voyage que j'ai fait il y a 10 ans, qui était hyper important pour moi. Et en fait, je suis en train de me dire, il y a peut-être quelque chose ici à creuser avec ma photographie. Une certaine maturité aussi qui a émergé depuis. Carrément. Moi, au moment où j'ai découvert mes photos, j'avais pas de projet. Je savais pas quoi en faire, en fait. J'avais fait des photos, j'étais parti en voyage, j'avais fait des photos.
J'en ai posté certaines à l'époque sur Facebook et MySpace, etc. Ah ouais. tu vois. Ouais, c'est vraiment l'époque, quoi. C'est l'époque. Hein. Skyblog, peut-être, non, même pas. Ouais, non, je mettais pas de photos sur Skyblog. J'avais Skyblog, mais je faisais pas trop de photos à l'époque. Ok. Mais non, vraiment, je commençais à diffuser mes photos sur Internet avec MySpace, à peu près. Ah ouais. Vraiment, MySpace et Facebook à l'époque. Bon, les jeunes, si Les vous jeunes. savez pas ce que c'est MySpace. MySpace, c'est Spotify, mais non, Attends, c'est pas Spotify. MySpace, c'était un peu le YouTube de la musique. Hein. C'était un peu SoundCloud à l'époque. Ouais, c'est vrai. C'était le SoundCloud de l'époque avec une partie où on pouvait vraiment personnaliser ses pages Ah ouais. avec du code HTML. HTML, ouais. Et tu Je me pouvais souviens. incruster des images, changer si. C'est un peu. On apprenait un peu à coder à l'époque. Ouais, de ouf, hein. Mm. Putain, oh là là, tu me remontes à une époque. Ouais, Là. On va faire un petit jeu. J'ai prévu un petit jeu. oui. Je l'ai jamais fait encore sur aucun de mes épisodes. Ça s'appelle le top 3. Waouh. Je vais te donner des petits thèmes. Il va falloir que tu me dises ton top 3. Ok. Top 3 de tes artistes préférés, genre Spotify, Apple Music, ce que tu écoutes le plus. De ce que j'écoute le plus. Ouais, ton top 3 de ta playlist. Ok, le top 3 de ma playlist en ce moment. Ouais, en J'ai ce des moment, périodes. oui, c'est pas ever, hein, c'est là tout de suite, en novembre 2023. Attic. Je suis très rap français. Hein. Ok. Donc en ce moment, c'est Attic, PNL et Booba. Ok. C'est vraiment ce que j'écoute. Et c'est les artistes. Je reviens dessus en fait. Genre j'ai vraiment des. C'est pour ça que je peux te Ouais, dire. t'as c'est le aucun top mal à 3. les écouter. En fait, je les écoute, les morceaux, je les connais par cœur, etc. Et je me refais des discographies, je me refais des trucs. Et en fait, c'est les artistes qui reviennent. C'est-à-dire que je vais en découvrir d'autres, je vais écouter un Et temps. naturellement, eux, ils Mais reviennent. naturellement, je reviens à eux. D'accord. J'ai des cycles, et là, le cycle PNL, il revient très fort, tu vois. Ok, Ça faisait super longtemps que j'avais pas écouté, et là, ça roule. Top 3 de tes youtubeurs préférés. oh, c'est dur. Top 3 de mes Ah, elles sont toutes dures, je pense, ces questions. Ah putain. Top 3 de mes youtubeurs préférés. Colin and Samir. Podcast énorme. Incroyable. Ouais. Genre, je les suis depuis 1000 ans, et vraiment, Colin and Samir. Ah, moi, ça fait à peu près un an, mais ouais. je loupe aucun Ah, épisode. putain. Moi, c'était avant même qu'ils fassent leur podcast. Avant Ah ouais, qu'ils d'accord. fassent- Ah ouais, à l'époque où ils faisaient des vlogs et tout. Ouais, c'est vrai. Et moi, je saignais leur contenu et j'adore. Donc, Colin and Samir, podcast, si vous aimez la création sur Internet et que vous parlez bien anglais, en vrai, c'est hyper bien. Ouais. Colin and Samir, qui est-ce que je regarde? Graincheck, qui est une youtubeuse argentique, Ok, je connais US. Tout ce qu'elle fait, c'est incroyable. Elle a une vraie vibe. Et je cherche parce que... pas. Vas-y. Hein. Là, tu me fais fondre le cerveau. Qui je ne manque aucune vidéo. Parce que ça arrive plus trop. Il y a eu Ah une ouais. période où genre, je saignais toutes les vidéos de certains youtubeurs. Genre là, ouais. Et là, j'arrive à m'en détacher. Mais qui m'a pété le crâne récemment sur YouTube? Ouais, j'ai pas de troisième. Ok. J'en garde deux. Bon, Allez, on tant pis. garde 2, c'est bien. Bah, Colin and Samir, ça fait 2 aussi. Hein. Oui, ils sont deux. Voilà. Il y a Colin et il y a Samir. Top 3, allez, celui-là, j'étais obligé de le faire. Top 3 des pellicules photos. Ça se fait pas. Ah, je suis obligé. Je suis vraiment obligé. Eh ben, allez, je dirais la Hectare 100, même si je la shoote pas assez. Donc Kodak Hectare 100. Ok. Bah, difficile parce qu'elle a un ISO faible, mais donc du coup on la sort pas tout le temps. En noir et blanc, la APX 400 de Agfa, parce qu'elle est pas chère et qu'elle est très polyvalente. Et elle est une diapo, l'aérochrome. Ok. La Kodak Aérochrome, ah oui, c'est ma préférée, ça veut pas dire que je la shoot souvent, mais je l'aime beaucoup. Ça roule. Top 3 nourriture. Top 3 nourriture, ok. Tes 3 plats préférés. 3 plats préférés. Ouais. Et ben, le boboon, le mafé et le risotto. Ok. Ça donne faim, c'est bien. Il va être bientôt midi en plus, c'est cool. Bon timing pour poser cette question, Nico. Super. Top 3 boissons. Top 3 boissons, l'eau, c'est la vie. Le café, la bière. Simple. Bon, ouais. En vrai. Ouais, mais c'est. C'est Tout le 3 monde- étapes de la journée, quoi. On dira pas l'ordre. C'est ça. Top 3 de tes films préférés.
Oh non, mais c'est quoi ce truc là? C'est pareil, c'est Le comme... top 3, il est compliqué en non, fait. le top 3. Non, mais c'est bien. Non, c'est bien. Top 3 de mes films préférés de tous les temps, quoi. Ouais, en ouais, fait. ouais. C'est ça le truc. en Ouais, fait. là, je pense film, c'est ceux qui t'ont vraiment marqué le plus, quoi. Après, si c'est en ce moment, tu peux dire en ce moment. Non, non. Ah, putain, en ce moment. Si, bah, alors, Fight Club, de toute façon. Queen and Slim, parce que j'ai le poster chez moi. Je peux pas dire que c'est pas un de mes films préférés, mais c'est c'est un film incroyable. Ok. Et en troisième, Do the Right Thing de Spike Lee. Top 3 des objectifs que t'aimes le plus utiliser. Des valeurs focales. Ouais, du coup. valeurs focales. Ouais. Ok. Oui, oui, Tout de suite, pas la ref ça peut en t'en mode. toucher un Takumar. Ouais, non, ouais, c'est bon. 55 mm de chez Pentax. Le Nikkor. Non, Juste la focale, quoi. La 3. focale, alors les focales, je dirais 35 mm, 50 mm, 85 mm. C'est assez évident, mais c'est ce qui. Ouais, il y en a qui aiment bien le grand angle, il y en a qui aiment bien J'aime l'ultra beaucoup le zoom. grand angle, hein, mais c'est parce que c'est pas mes préférés, parce que ça me met trop au taf. Ah ouais. J'aime bien le grand angle en vidéo, parce que pour le vlog, c'est quand même vachement pratique. Mais là, tu vois, là, j'ai un équivalent 28. Enfin, j'ai un 16 mm sur mon Fuji. Donc, comme c'est un APS-C, blablabla, ouais. Tu connais. Et j'ai un 28 mm sur mon Olympus OM10. Et là, c'est pareil, c'est des trucs dont je parle pas parce que je me suis pas encore fait d'avis dessus, mais ça me met au taf de ouf. Genre, en fait, ça me met à l'épreuve en termes de composition. Genre, j'ai beaucoup. Il y a aussi ça, je crois, dans ma pratique photo. J'ai un peu changé de focale. Je suis parti sur du grand angle. D'accord. Beaucoup. Et ça me met en difficulté en termes de prise de vue. Donc, ouais, je pense que le plaisir plaisir à faire des photos, il est différent parce qu'en fait, je suis au taf, quoi. Bah ouais. Bah, ton œil évolue, t'es en train de te dire, ouais, il y a beaucoup d'informations dans mon cadre, donc il faut être sûr que ce soit bien là et tout. Enfin, ouais, c'est ça, tu peux pas être feignant avec un 28 mm ou un 16 mm. Ah bah non, alors qu'avec un 100 ou un 85 même, ouais. Tu peux... Et même avec un 50. Oui. Tu peux te rapprocher de ton sujet, et puis voilà. Même en moyen format, tu vois, genre je fais 80 mm, 90 mm. Bah, le moyen format, le 6.6 ou le 6... Enfin, là, moi, je suis sur du 6.7, mais sur du format 6.7, genre, en fait, c'est facile de cadrer, quoi. Ouais. Alors qu'en 35 mm, en 35 mm avec un objectif 28 mm... Ouais, c'est large. Ouais, c'est super. Top 3 de tes photographes préférés. William Klein. Bah, je vais parler de gens que, clairement, je suis sur Internet. Hein. André Di Wagner. Ah, j'aime pas ces questions-là. Comment j'aime pas ces questions-là. J'ai l'impression, genre, c'est genre, est-ce que tu sais ou est-ce que tu sais pas, quoi. Si, comment elle s'appelle? Claude Cahin. Je suis un faillot. Ok, voilà. Ça roule. Et ici, elle est marquée derrière. Bon, bah, le jeu est fini. Le jeu est fini, ouais. C'est bon. J'ai gagné ou pas? Je sais pas. Non, mais ouais, et c'est hyper dur parce que. Ouais, je comprends. Non, mais c'est dur parce que. Moi, ça me renvoie juste à. Oh là là, j'ai l'impression de pas connaître des trucs récents ou j'ai l'impression de dire toujours la même chose. C'est ta vision des choses. Ouais, je sais, mais en fait, c'est hyper Toi, tu dis dur. toujours la même chose. T'as cette impression-là, mais moi, je l'entends pour la première fois. Oui, c'est vrai. Les auditeurs, ceux qui regardent, Guillaume, le chien, enfin, peut-être pas le chien. Jenna, elle sait qui. Elle sait, ouais, elle le sait. De toute façon, elle pourrait répondre à ma place. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, elle l'a fait. Non, mais c'est vrai, les gens t'écoutent pour la première fois, donc ils savent pas forcément. Ouais, c'est sûr. Mais c'est vrai que moi, de mon point de vue, j'ai l'impression d'avoir les mêmes goûts depuis 10 piges. Bah, ça veut dire que tu changes pas et que t'es... Ouais, mais ça me fait flipper. Je vois pas pourquoi. Non, mais voilà. Argentique ou numérique? Je suis venu pour mettre le feu à ton podcast. Ok, vas-y, je te pose la question. C'est une fausse question. Hein. Argentique ou numérique, c'est une fausse question. Pour moi, c'est une question de pratique parce que de toute façon... Bah, les approches sont totalement différentes. Carrément. Toi d'ailleurs, qui a changé récemment... Enfin, changé. J'ai pas changé. À l'argentique. Ouais. Non, pour moi, c'est deux choses... C'est deux manières de pratiquer la photographie qui sont très différentes et complémentaires, en fait. Bah, toi qui viens de l'argentique, t'as dû après switcher vers le numérique assez naturellement. À un moment donné, quoi. Bah oui, en fait, il y a eu une période où je faisais pas du tout de photos argentiques parce que je découvrais le numérique. En vrai, j'avais pu acheter un 350D et du coup, je faisais toutes mes photos comme ça et je découvrais un peu comment c'était de pouvoir un peu manipuler les réglages à la prise de vue, certes, mais aussi de faire un peu d'editing, etc. Ouais. Bah, c'est surtout ça en fait qui change parce que la prise de vue elle reste la même. La prise de vue reste la même, mais pour moi la sensation à la prise de vue est très différente. C'est-à-dire que moi la chose avec laquelle je lutte le plus quand je fais de la photo en numérique, c'est de regarder l'écran à l'arrière.
Parce que... Comment ça, tu luttes? Ça veut dire que tu le regardes et t'as pas envie de le regarder? Ouais, c'est ça. D'accord. En fait, parce que en fait, je suis dans Pour te rapprocher d'un phénomène plus proche de l'argentique, finalement. Bah, c'est à la fois pour me rapprocher de ce phénomène-là et à la fois parce que pouvoir voir ce que j'ai pris en photo Ça veut quasi dire, immédiatement, ça veut dire pouvoir le corriger potentiellement si t'as fait une erreur. ça veut dire devoir gérer moi, mon envie de contrôle et la prise de tête que ça me... Enfin, en fait, du coup, je suis plus du tout instinctif quand je fais du numérique parce que je suis dans une auto-analyse, Ouais, je dans vois. un miroir, en fait, qui, moi, me convient pas. Mais c'est moi, et peut-être que ça va évoluer, enfin, tu vois, mais c'est ça, le premier truc, c'est ce rapport à je vois l'image tout de suite. C'est-à-dire que comme je vois pas l'image tout de suite quand je fais de l'argentique, je me pose pas plus de questions. Ouais. Et ma vie, elle est simple. Et c'est marrant parce que ça revient, pour remettre un peu dans le contexte, hier soir, à l'heure où on tourne cet épisode, j'ai sorti une vidéo où je parle de ma découverte de l'argentique, entre guillemets. Et du coup, je dis qu'en gros, ça m'a permis de mieux réfléchir mes cadrages quand je fais de la photo numérique. Donc ça revient un petit peu à toi, ce que tu dis, à faire tes photos du premier coup, pas forcément les regarder derrière. Et moi, c'est une approche que j'aime bien faire maintenant en numérique parce que déjà, d'une, c'est un gain de temps de ouf. Tu passes pas 5 heures à changer de cadrage, changer l'ISO, machin. Ouais, carrément. T'as ton cadrage. Et ça, il n'y a que de l'argentique, selon moi, qui peut te l'apprendre parce que ça te pousse à faire ton réglage du premier coup. T'as que 36 poses sur une pellicule. Ouais. Si t'en as 18 qui sont foirés, ça fait cher. Ça fait cher et ça fait chier. Et du coup, ça veut dire que tu progresses pas beaucoup. Ouais. Mais donc, en fait c'est l'école intransigeante, l'argentique, pour ça. Parce que t'as tellement d'étapes que arrivé au bout, soit t'avais des attentes trop hautes et du coup, forcément, t'es déçu. Ouais. Soit t'as tellement misé en te disant on verra que t'es forcément content. Ouais. Moi, c'est toujours l'approche que j'en ai, même quand on est avec Guillaume aujourd'hui dans ce podcast et on se fait souvent des sorties photos ensemble. Et c'est souvent l'approche que moi, personnellement, j'en ai, c'est que quand je fais des photos, je me dis pas elle va être géniale celle-là. J'essaie de prendre des trucs cool en photo, forcément. Mais j'ai pas d'attente particulière. Je me dis, si elle est foirée, tant pis, c'est pas grave. Ouais. Elle sera comme elle sera, ça se trouve le focus sera foiré, c'est pas grave, on s'en fout. Oui, c'est ça, mais en fait, c'est très bizarre parce que je saurais pas l'expliquer et je pourrais pas, faudrait des heures de discussion autour de la pratique photo pour ça. Mais en fait, j'ai l'impression que ça résonne dans un aspect de lâcher prise. C'est-à-dire qu'en fait, accepter l'imperfection ou accepter le manque de contrôle, même si c'est très bizarre parce qu'à la fois, tu acceptes le manque de contrôle sur les choses et à la fois, tu es par nécessité dans un besoin de contrôle de ta lumière, de ton truc, pour pas faire n'importe quoi. Oui, bien sûr. Il s'agit pas de dire ah non, mais en fait on verra, ça se trouve ça. Non, il y a des moyens de savoir que la photo elle sera bien exposée. Oui, mais c'est clair. Vois. Après, de savoir si la photo rend bien et qu'elle a quelque chose d'intéressant, tu le verras que quand ça se révélera sur ton papier, si on va au bout du truc. À la fin du dev, quoi. Ou à la fin du dev, quand tu scanneras tes négatifs. Donc en fait, déjà je parle de scanner les négatifs. Donc la question photo numérique, photo argentique, elle est balayée comme ça, tu vois. En vrai, moi j'ai eu une pratique de l'argentique là depuis plusieurs années. Je passe pas obligatoirement par le tirage papier au bout du process. Ouais. C'est de la numérisation au bout. Donc, en fait, on vit avec notre temps. Je fais des vidéos sur YouTube. Genre, en fait, moi, me dire oui, mais à quoi ça sert de faire de l'argentique si c'est pour numériser ? Déjà, pour que tu vois quelque chose dans les vidéos. Ouais. Parce que sinon, faut que j'aille ma balance des blancs sur le papier. Puis que tu prennes l'adresse. Tu prends l'adresse de tous tes abonnés, tu leur envoies chacun la photo. Ça, ou alors, sinon, je fais des vidéos et je montre pas mes photos parce que c'est de l'argentique et je reste fidèle au process. Ouais, mais l'intérêt, c'est que les gens les voient. Donc forcément, le dev, il prend tout son sens. Puis ici. c'est une manière comme une autre de traiter les informations qu'il y a sur la pellicule. Mais le truc de la prise de vue, pour moi, c'est très difficile d'appréhender la photo en numérique à cause de cette sombre histoire de contrôle et d'acceptation que les photos soient pas top ou je sais pas quoi. Du coup, tu fais moins de photos numériques que d'argentique ? Ouais. Vraiment ? Ouais. Genre, t'en fais si on compte pas les photos au téléphone, tu vois. Mais en vrai, dans ma pratique photographique, si on veut, comme j'aime bien dire dans mon œuvre, non, mais en vrai, dans ma pratique habituelle, il y a les dernières photos numériques que j'ai faites, je les ai faites cet été avec le Ricoh GR3 qu'on m'a prêté, que Ricoh m'a prêté et dont j'ai fait une vidéo dessus, etc. Et j'ai une prise en main vraiment très très cool. Et je me disais ça, je me disais, en fait, c'est trop bien parce que c'est le premier appareil numérique que j'ai réussi à apprivoiser vite.
C'est-à-dire qu'en très peu de temps, j'étais satisfait des images et j'avais envie de l'avoir avec moi tout le temps. D'accord. Et en fait, pour moi, ça a été genre un game changer, genre en mode genre punaise. Ouais, il faut, En fait, il faut, me ce, suffisait il faut ce type de il me boîtier-là fallait pour. un compact point and shoot Ok. avec pas de zoom, tu vois, genre Ouais, simple, quoi. pas possibilité de changer de. Tu vois, genre en fait, moi, tu me poses la question 2 minutes, tu dis, tu veux acheter un appareil numérique, tu fais quoi? Je fais bah hybride ou réflexe. Ouais. J'aimerais bien pouvoir changer les optiques parce que bah quand même, tu vois, quand même. Ouais, c'est vrai. Et en fait, au final, celui qui m'a mis une tarte, c'est le petit compact. Où tu peux rien que changer. Tu peux rien changer. Si tu changes de valeur focale, en fait, tu croppes. Ouais. Parce que c'est 28, 35, 50 et c'est par du crop. C'est un zoom interne. C'est un zoom, ouais, c'est un zoom. Ah oui, ouais, numérique. C'est un zoom numérique en Ok. fait. Du coup, ça crop dans le capteur Ouais, et ouais. ça te dit voilà, t'as changé de valeur. Mais t'as moins de résolution. T'as Allez. moins de résolution, exactement. T'as 50 mm sur le Ricoh GR, t'en fais des photos. Ah ouais, c'est clair. Mais du coup, t'as une espèce de truc où tu te dis, bah, c'est bizarre parce que moi, quand je me pose la question d'acheter un boîtier en numérique, vu que c'est une somme, bah, je me pose 1 milliard de questions. Qu'est-ce qu'il fera le plus longtemps? Est-ce qu'il fait de la vidéo ou pas? Oh, nanani. Est-ce qu'il a la 4K? J'en sais rien, tu vois. Genre. Ouais. Est-ce que j'ai déjà d'autres optiques? Tu vois, genre, moi, la question à un moment donné de repasser chez Canon, c'est parce que j'ai des optiques Canon en vidéo sur la Blackmagic et tout, et qu'à l'époque, j'avais du Canon, donc j'ai des sériels et des trucs comme ça Ouais. qui sont quand même des bonnes optiques. Et en même temps, bah, j'ai pris un Fuji parce que bah, j'aime bien le côté simulation de film, Ouais. machin. Enfin, et en fait, au final, tout ça, ça a été balayé par... Bah, en fait, la question, c'est est-ce que tu as un appareil photo dans la poche ou pas? Est-ce que tu as envie d'aller faire des photos avec? C'est ça. C'est fin de l'histoire. Enfin, genre, en fait... Ah, le matos, tout le monde se pose énormément de questions à ce niveau-là. Mais au bout du compte, c'est quelle est ta pratique, Ouais. finalement. Mais c'est hyper traître parce que tu peux pas le savoir tant que t'as pas eu le boîtier un peu dans les mains. Là, je peux te dire, le Ricoh GR3, je l'ai super bien apprivoisé hyper vite parce qu'on me l'a prêté 2 mois. Ouais. Mais j'aurais eu 2 semaines, je m'en serais rendu compte vite aussi, tu vois. Mais tu peux pas, enfin, tout le monde peut pas acheter un boîtier, voir si ça lui plaît, et puis le revendre si ça lui plaît pas, tu vois. Genre, Ouais, c'est pas- clair. Après, c'est pas dur. Après, c'est possible, tu vois. On tu est peux quand même tester dans dans une des économie qui le permet. Ouais. Ouais, tu peux tester dans des magasins photo, etc. Mais Ouais, Mais c'est mais pas tu vois, assez à de temps, l'épreuve du quotidien, à l'épreuve de est-ce que je prends mon appareil. Genre, en fait, j'ai jamais eu autant de photos de balades avec Jenna, mon chien, que quand j'avais le Ricoh. Ouais. Parce que je l'avais dans la poche et que c'était pas compliqué de l'avoir dans la poche. C'était pas plus compliqué que d'avoir mon téléphone. Alors que sortir avec le X Pro, le X Pro 1 que j'ai ou machin, bah en fait, hein, il est resté sur mon bureau les 2 derniers mois là. ok. Et c'est terrible. Enfin, genre, je suis là, genre, putain, j'ai mis de l'argent là-dedans. Ouais. Et j'arrive pas à le sortir. Et je sais pas quoi faire. Hein. Voilà. Peut-être un jour. Peut-être un jour. Peut-être me retrouver une manière de m'amuser avec. Enfin, tu vois, genre. Ou peut-être me dire, bah non, maintenant tu te Ou alors le prends. tu te mets un coup de pied au cul toi-même et tu Ouais, c'est tu te mets une contrainte et tu Ouais. te dis bon bah ok, Allez, cette je vais fois-ci faire des photos hop et puis là. c'est tout, quoi. Ouais. Ouais, carrément. Qu'est-ce que tu penses de l'engouement qu'il y a eu récemment, enfin je sais pas depuis quand exactement, mais sur l'argentique, ça redevient entre guillemets, je mets des guillemets à la mode. Mais toi, tu connais cette pratique-là depuis très longtemps. C'est quoi ta vision vis-à-vis de ça? Le fait que ça, entre guillemets, redevienne à la mode, qu'il y ait de plus en plus de gens qui s'y mettent parce que c'est un phénomène de mode. Ouais. Bah moi j'ai pas de problème avec les phénomènes de mode et j'ai pas de problème avec le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui découvrent l'argentique aujourd'hui. En fait, moi j'ai l'impression d'avoir participé en France à relancer aussi l'argentique avec Ouais. d'autres youtubeurs. Alors attention, hein, je vois venir des commentaires phénomène de mode, ça veut pas forcément dire que c'est négatif. Hein. Oui, c'est ça. Je le dis pas du tout de manière c'est négative, mais c'est quelque chose qui redevient à la mode. Ouais. Comme par exemple le vinyle, tu Oui. vois, en musique. Carrément. Bah voilà. Carrément, ça redevient à la mode et il y a un nouveau marché qui se crée. Et il y Ouais. a des gens qui s'y intéressent un peu, mais pas de ouf, mais qui en font quand même. Et en fait, moi, ça me pose pas de problème en fait que ce soit populaire. Je veux dire, j'écoute de la musique populaire, je regarde des films populaires. Enfin, tu vois, genre un phénomène populaire, j'ai aucun problème. Et puis la pratique argentique a été populaire. Ouais, c'est ça. juste parce qu'on est passé à l'ère du numérique et que bah, soudainement on a quand même envie de revenir à quelque chose de plus organique, naturel, je sais pas comment dire, vintage aussi, parce que bah, y a aussi cet aspect-là qui donne envie aux gens. Mais ouais, fait, c'est pas quelque chose de négatif, quoi. C'est pas du tout l'intérêt de moi ma je trouve pas ça négatif pour plein de raisons. Parce que en fait, un phénomène de mode, ça redescend déjà. Donc il y a un moment donné, on pouvait se dire ah ouais non mais ça a fait monter les prix.
Mais c'est pas les gens qui ont fait monter les prix, c'est les marques qui ont monté leurs prix. Genre, en fait, genre, on va Ouais. se calmer, tu vois. Oui, oui. Genre, c'est pas la faute des gens si les prix ils montent, c'est la faute des marques. Genre tu vois. ciné-style, quoi. Ouais, genre Cinestyle, genre Kodak qui monte ses prix 3 années de suite. Enfin, genre, en Ouais. fait, à un moment donné, faut pas pousser, tu vois. Donc, le regain de l'argentique, pour moi, il est pas problématique parce que c'est des personnes. Il y a toutes les personnes qui ont découvert l'argentique, et ben, elles ont eu à un moment donné une pratique de quelque chose, mais c'est pas grave. S'ils arrêtent après, en fait, il n'y a pas de. Et en fait, j'ai pas envie de rentrer dans un phénomène un peu de gatekeeper en mode Ouais. genre non mais l'argentique c'était à nous depuis plus Ouais, longtemps. non, pas du tout. Maintenant ils arrivent, ils viennent, ils cassent tout. Bah non en fait. Et oui, il y en a ils font de l'argentique et ils font de la merde avec et c'est pas Ouais, grave mais tu vois. Mais tout le monde a le droit de faire ce qu'il franchement, veut. il y a des gens qui connaissent l'argentique depuis super longtemps qui font quand même de la merde. Hein. Genre c'est pas parce que tu fais de l'argentique depuis longtemps que tu fais des trucs bien, Ouais, c'est clair. déjà. Donc en fait, moi je trouve que ça a permis une relance du marché. Ça a permis à des marques, je crois que c'est Pentax qui a annoncé qu'ils allaient ressortir des boîtiers Ouais, alors argentiques. qu'ils étaient proches de la fin. Ouais, tu vraiment. vois. Ça a permis de remettre la photographie au cœur de la pratique artistique des gens. Et ça ouvre des perspectives. La question pour moi... Et puis ça- aussi, est-ce que les laboratoires n'arrêtent pas leur activité? Exactement. Ça a rouvert des labos. Bah Clairement, ouais. il y a des labos qui ont ouvert. Donc, en fait, ça crée une économie. Donc, je suis pas économiste, mais ça a vraiment participé à faire que il y a des labos qui survivent, qu'il y ait des labos qui ouvrent, à une période où, clairement, la plupart des boutiques qui géraient de l'argentique, c'était encore les derniers remparts, c'est Camara, et encore, la plupart des Camara sous-traitent Ouais. leurs devs, tu vois, genre, ils acceptent les trucs, mais ils sous-traitent, donc, à d'autres labos. Donc, en fait, moi, je trouve que c'est positif. Ça a permis à des films de ressortir. Il y a des nouveaux films qui sont sortis, genre Cinestyle. Ouais. Genre, là, il y a eu tout le regain, toute l'émulation autour du film cinéma bobiné dans des cartouches de pellicule, donc du film Kodak qui est destiné à la base à la production cinématographique, qui est bobiné dans des cartouches de pellicules photo, et qui peuvent être développés parce que, pareil, d'un seul coup, le développement ECN2, qui est un développement réservé au cinéma à la base, a fait sa place dans les labos, donc c'est une pluralisation de la discipline. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui, pour moi, je trouve que c'est positif et j'ai aucun problème à me dire que cette mode-là, elle va redescendre. Et le seul avantage qu'on aura, c'est qu'il y a des personnes qui, grâce à cette mode, vont découvrir l'argentique et vont en fait continuer d'en faire quoi qu'il. Ouais, ça va ramener d'autres personnes dans cette pratique-là. Ça rajeunit le public, moi je trouve que... Ça fait aussi que cette pratique ne meurt pas, en fait, finalement. Exactement. Et moi, là, ça a permis aussi un dialogue entre les générations. Enfin, en fait, Ouais. ça, c'est un truc genre... Ouais, c'est clair. En fait, on a tendance... La société. La vie qui dirait que non, mais le regard de l'argentique, c'est pas bien, c'est mauvais, c'est chiant, ils ont tué la photographie. Genre, j'ai vu une vidéo d'un gars qui disait oui, ils ont tué la photographie en parlant des youtubeurs argentiques. Tu sais, genre, comme quoi, genre, comme le phénomène de masse crée forcément du mauvais, quoi. Tu vois, une espèce de truc. Ouais, ok, si tu veux. Mais quoi qu'il en soit, il y a un espèce de truc où le truc, la partie invisible. Jenna, excuse-moi, elle est en train de rêver. T'inquiète. La partie invisible, entre guillemets, qui n'est pas mise en avant et qu'on ne voit pas sur les réseaux, nous, on voit les hausses de prix, on voit les boutiques qui ouvrent, on voit, parce que TikTok, Instagram, des gens qui se mettent en scène à faire de l'argentique, qui se montrent en train de faire de l'argentique ou qui n'ont pas forcément une pratique artistique hyper aboutie. Etc. En fait, on s'en tape. Et en plus, c'est des gens qui vont reparler ou parler de photos avec leurs parents, leurs grands-parents, leurs oncles, leurs tantes, demander des boîtiers. Moi, le nombre d'anecdotes que j'ai de gens qui sont allés parce qu'ils ont vu une annonce Le Bon Coin, discuter avec quelqu'un, ça c'était crée le boîtier de son du mari, lien et tout, etc. Et t'as des histoires incroyables qui émergent de ça. Et genre, en fait, qu'est-ce qui te dit aujourd'hui que... Enfin, en fait, parfois, sans l'argentique, en tout cas, t'as des personnes de 20 piges qui seraient pas allées parler à des personnes de 80 piges sans ce noyau commun, c'est ça. Genre, s'ils avaient pas de lien de parenté, ils seraient pas allés se causer, ça se trouve. Ouais. Et là, en fait,
des personnes d'un certain âge vont se dire ah là là, j'ai parlé avec des jeunes. Ah, ça me rappelle. Tu vois, le nombre de gens qu'on croise quand on fait de la photo argentique. Ouais. T'es avec ton boîtier et tu croises des gens qui disent oh là là, ça existe encore ça. Ils en font encore ça. Oh là là, c'est bien. Ah, c'est bien qu'il y ait des jeunes qui fassent. C'est genre en fait, la plupart des gens ils sont contents de voir des jeunes faire de l'argentique. Hein. Ouais, c'est vrai. Cet été, c'est marrant. Je me suis promené. J'étais en vacances avec ma chérie en Bretagne. Ouais. Pas très loin Donc, d'ici d'ailleurs. Non, c'était pas ici. Ouais, j'étais à Rochefort-en-Terre pour être exact. Ouais, je connais pas. Et je fais une photo et j'avais mon R6 et dessus j'avais mis un objectif vintage, un Leica avec une bague d'adaptation, tout ça. Ah oui, j'ai vu dans ta vidéo. Voilà. Il a l'air incroyable cet objectif. Cet objectif est monstrueux. Je l'ai pas ici, dommage. Mais du coup, j'ai fait une photo avec et il y a des personnes âgées qui sont venues me voir. Ils m'ont dit ah, c'est quoi ton boîtier machin. Moi j'ai un 5D Mark II, machin, ok. Et ils étaient surtout intéressés par l'objectif qui était vintage parce que bah, forcément ça leur rappelle peut-être, parce que le gars était un ancien photographe et il me dit ah mais c'est vraiment un super objectif que vous avez là et tout. Et ouais, c'est des communications que bah, sans ça on pourrait pas avoir avec ce genre de personnes parce que bah, en aucun cas on se serait parlé s'il y avait pas eu ça quoi. Ouais, c'est clair. Mais c'est marrant, on se baladait avec un appareil photo. Je crois, enfin je sais pas, j'ai pas d'équivalent, mais d'une autre pratique qui fait que tu vas te balader quelque part et que ça crée une conversation. Ouais. Parce que se balader avec un appareil photo, argentique en l'occurrence, ou un boîtier avec une optique Leica dessus et ouais, tout, ou un look vintage. Ouais. Ça crée, comment dire, une porte d'entrée à la conversation. Ouais. Tu vois, bien sûr, il y a des relous. Des fois, tu croises des relous qui disent ah, non, mais vous faites ça comme ci, il faut faire ci comme ça. Bien sûr, il y en a partout. Mais c'est marrant comment la photographie devient un peu un accélérateur. Le nombre de gens que je croise, que je peux croiser dans la rue, tu parlais de cet été. Cet été, le nombre de gens que j'ai vus avec des boîtiers argentiques autour du cou, mais genre, j'en avais jamais vu autant. Ouais, c'est fou. Hein. Dans le Lot-et-Garonne, j'étais dans le Lot-et-Garonne, j'étais là genre... Ah ouais, donc c'est vrai en fait. Ouais. Parce que moi j'ai une vision biaisée, c'est genre oui, mon entourage il fait de l'argentique donc. Oui, parce que tu t'entoures. Ouais, je suis avec des gens qui en font, tu vois, qui en font depuis longtemps. Donc pour moi le regard de l'argentique, je sais pas ce que c'est, tu vois. Genre pour moi le regard de l'argentique, c'est juste ah oui, il est dans la situation, elle a un compte argentique. Ok, il y a du regain de l'argentique, mytho, tu vois. Mais en vrai, genre dans la vraie vie, de croiser des gens avec des boîtiers argentiques autour du cou, moi ça me fait plaisir. Ouais. Je trouve ça trop bien. Mais il y a même beaucoup de jetables et de genre il y a des ruptures de stock d'appareils jetables. Ouais, tu vois. Ça c'est ouf, genre le magasin où on va faire développer de temps en temps nos pellicules à La Rochelle, il est en rupture de jetables. Mais oui, mais depuis des mois et des mois. Et quand il y en a un, quand ils font un restock le matin même, il y a plus rien quoi. Parce qu'il y a des listes d'attente de gens qui font des commandes et tout. De l'argentique. Voilà, exactement. Voilà. Et le nombre de personnes, quand je vais dans des boutiques photos, qui te demandent est-ce que vous avez des pellicules, c'est fou quand même, parce qu'à l'ère du numérique où on a genre les plus grosses résolutions vidéo, tout ça, tout ce que tu veux, bah, les gens, ils ont quand même souvent cet engouement-là pour l'argentique. Bah, moi, ce que j'aime bien, c'est que ça traduit aussi une volonté de revenir à quelque chose de concret, de tangible. Comme tu parlais du vinyle, hein, pour moi, c'est pas un problème, c'est le symptôme. J'ai l'impression aussi qu'on est dans une époque, si on veut, hyper numérique, hyper connecté, hyper instantané. Ouais. Tu vois, genre revenir sur des trucs physiques, revenir des trucs qui prennent du temps. Ouais. Moi j'aime bien l'aspect trésor. Il y a des gens aussi qui disent ça, redécouvrir mes photos, c'est comme si tu ouvres un cadeau, c'est un peu un trésor. Et c'est des trucs de l'enfance en fait. Et je trouve que c'est des trucs qui sont hyper précieux à garder pour nous dans nos trajectoires d'humains, de se dire ah bah il y a des trucs qui vont pas être tout de suite comme ça. Et des fois c'est hyper pratique d'avoir un truc qui va tout de suite comme ça. Je me pose une question. Ouais, selon les moments, oui. Et tu vois, j'ai besoin d'une info, je l'ai. J'ai besoin de savoir où est-ce qu'on peut bouffer. Hop, je sais. Tu vois, genre, c'est pratique pour plein de raisons. Mais dans mon développement intime, personnel d'être humain, de développement d'épanouissement personnel, bah prendre le temps de faire cuire un gâteau, c'est bien. Tu vois, genre prendre le temps de faire une photo, prendre le temps de se faire chauffer du chocolat, je dis n'importe quoi. Non mais... Et t'as des gens qui se mettent à brasser leur bière. Tu vois, on parlait de bière tout à l'heure. Ouais, juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir de se dire c'est moi qui l'ai fait, tu vois. Et en fait, ça, je trouve que pour moi, c'est ça qui devrait transcender est-ce que la mode, c'est bien ou est-ce que c'est pas bien. Ouais, que derrière, il y a une vraie pratique, une vraie recherche, une vraie volonté. Ça traduit quoi dans la vie des gens, en fait. Ça traduit quoi de se dire, il y a encore des gens, je viens du théâtre, à l'heure du streaming, il y a encore des gens qui vont en salle, il y a encore des gens qui vont en salle de spectacle, il y a des gens qui vont en salle de cinéma
pour éprouver un film sur le grand écran. Il y a des gens, et grâce à des films hyper populaires comme Oppenheimer, comme machin et tout, ça fait venir des gens dans des salles de cinéma à une ère où, sur ton téléphone, tu pourrais regarder Oppenheimer si tu veux. Tu vois. Mais l'expérience, elle n'est pas la même. Ouais, c'est vrai. Et je trouve que ça replace le rapport humain au centre de qu'est-ce qui fait qu'on a une pratique artistique ou qu'est-ce qui fait qu'on consomme de l'art, des œuvres artistiques, tu vois. Ouais, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Quelle qu'elle soit. Aujourd'hui, tu as ta chaîne YouTube. Ouais. Quels sont, si jamais tu es OK d'en parler, tes moyens de financement, de rémunération Ah yes, ouais, le côté entrepreneurial. Voilà, bah ouais, de la carrément, chose. parce que je sais pas si c'est ton activité à temps plein, si tu as autre chose à côté en termes de source de revenus. Alors c'est ça qui est marrant et c'est une question qu'on se pose beaucoup avec mon collectif 15 mètres carrés et les gens qui y sont. Il y a Cassandre, il y a Maxime et tout. On fait de la vidéo, enfin, on fait des films aussi. Et il y a cette espèce de question qui revient souvent de genre être actif ou tu sais, qu'est-ce qui génère du revenu et Ouais. est-ce que c'est mon temps plein? C'est quoi un temps plein? Moi, je passe une grande partie de mon temps, quasi un plein temps, à créer des vidéos YouTube, mais ça ne me rémunère pas comme un temps plein. D'accord. Tu vois, Ouais, je vois, ouais. c'est toute la difficulté du truc. Aujourd'hui, moi, qu'est-ce qui me permet de maintenir ma chaîne YouTube à flot? C'est mon partenariat avec Grainyroll, qui, donc, comme je disais tout à l'heure, prend en charge mes devs et mes scans de tous mes travaux. C'est mes tipeurs et mes tipeuses qui, donc, sur la plateforme Tipeee, me soutiennent tous les mois. Ok. Donc ça, c'est environ 300 € par mois qui vient de soutien du public, vraiment, purement ça. Financement en direct, quoi. Financement en direct, et ça fait quelques années que je l'ai. Alors, je n'étais pas à 300 tout le temps. Ça aussi, il y a des gens Ouais, qui viennent, bien il y a des sûr. gens qui partent, c'est la vie. Tout le monde n'a pas les mêmes finances tout le temps. Enfin voilà, il y a des gens qui m'ont soutenu pendant hyper longtemps et qui ont arrêté parce que leur engouement de l'argentique ou les consommations de mes vidéos a changé. Enfin, Oui, tu vois, peut-être. Ouais. et en fait, du coup, cette communauté, ma team app, comme je les appelle, de mes soutiens Tipeee, c'est eux qui me permettent, moi, de me projeter au long terme. Me dire, bon, bah, Tipeee, j'ai entre 250 et 300 € qui rentrent par mois. Donc, si j'ai un gros tournage avec des grosses dépenses, je peux me dire, bah, je prends 2 à 3 mois de Tipeee. Et puis après, pendant 2-3 mois, je ferai des contenus avec des pâtes. Pour resserrer la vis, quoi. Ok, Genre, d'accord. je ferai du contenu pâte au beurre. C'est tout, tu vois. Mais voilà, c'est ce qui me permet, moi, de me positionner sur le long terme, d'une certaine manière, et aussi de me positionner vis-à-vis de la troisième source de revenus qui serait les marques, qui est pas grande, qui est vraiment, je suis au début de l'activité de ça, parce que, du coup, comme j'ai mon socle de Tipeee, ça me permet d'être libre de dire non à certaines marques. D'accord. En fait, et de pas être à l'affût de chaque personne qui est prête à me payer, je lui place un produit parce que de toute façon je suis dans une dépendance financière qui fait que je peux pas dire non à cette marque. Ouais. Parce qu'aujourd'hui j'ai pas assez de demandes, pas assez de propal Ouais. de placement de produits pour il y a des marques, je me reconnais pas dans ce qu'ils font. Oui. Je leur dis que je peux pas. Même s'ils proposent un partenariat rémunéré. Ouais, bien sûr, on c'est n'est pas grâce obligé de tout accepter Non, mais parce qu'il du faut coup, que ça c'est grâce à corresponde. Tipeee. Tu vois, d'une certaine manière, il y a une espèce de truc aussi dans la vision. On parlait tout à l'heure des visions qu'ont les gens sous prétexte qu'il y a des placements de produits sur ta chaîne. Ils pensent que tu as CPR et que tu fais ça que pour l'argent, Ouais. tu vois. Genre, en fait, il y a un moment donné, soutenir les créateurs et les créatrices sur les plateformes qu'ils utilisent pour rester indépendants, c'est... Le but, c'est de faire des vidéos. C'est le public à qui ça sert, les vidéos. Nous, les vidéos, ça nous sert. Enfin, je veux dire... ça nous sert parce que ça nous anime, on a envie de les faire, hein, mais je veux dire, les vidéos, elles sont à destination d'un public. Oui, on les fait pas pour, enfin, on les fait pour nous, pour les créer, pour l'envie de les créer, mais on va pas consommer nos propres vidéos. Oui, voilà, c'est ça. Moi, on les fait pour des gens. Ouais, moi, je vais vers l'extérieur quand oui, je fais voilà. ça. Tu vois, genre, oui. Je me dirige vers sûr. des gens. Et donc, en fait, le fait que le public participe d'une certaine manière à l'économie d'une chaîne YouTube, c'est hyper important pour éviter de se retrouver avec des youtubeurs ou des youtubeuses ou des influenceuses qui font des placements de produits à tout va, qui n'ont aucun sens, etc. Parce que demander aux gens d'avoir l'indépendance financière, de dire non à certaines marques, quand on ne soutient pas leur contenu, je trouve que c'est compliqué. Ouais. Après, il y a plein de gens qui ont un boulot à côté ou qui font d'autres choses qui les rémunèrent très bien et que YouTube, c'est un à côté. Et du coup, ça fait un billet en plus. Ils peuvent se permettre de dire non à certaines marques. Moi,
Ça, c'est mon économie YouTube, c'est mes 3 rentrées d'argent. Ah si, il y a Digitphoto aussi. Ok. Et Les liens d'affiliation, ouais. En affiliation, c'est Digitphoto, c'est... j'ai 2-3 liens d'affiliation. J'ai le Amazon, mais depuis 1000 ans, mais il me rapporte jamais rien. Et j'ai démarché des Digitphoto il y a 2 ans en leur demandant s'ils avaient un programme d'affiliation parce que je trouvais ça plus pertinent de mettre en avant une boutique en France, un revendeur, plutôt qu'Amazon. Ok. Bah oui, bien sûr. En vrai. Je me suis dit, bah, c'est cohérent avec mes valeurs. C'est une manière pour moi. Donc, eux, ils m'ont soutenu sur l'équipement d'un nouveau matériel. Et du coup, moi, je suis dans le programme d'affiliation et je les rembourse au fur et à mesure mon matériel. En fait. Ok. Et du coup, ça, c'est mon quatrième, ma 4e source de revenus. Mais sinon, pour ma vie, je suis intermittent du spectacle. Ok. Donc, je joue dans des spectacles, je fais des films, je joue dans des films des fois. Voilà. Mais c'est très compliqué parce que moi, ma vie, elle est en intermittence. Ouais, il faut jongler avec tout, quoi. Il faut jongler avec tout. Actuellement, je mène des ateliers théâtre dans un centre de détention à Nantes. D'accord. Enfin, du coup, en prison. Et bah, ça fait partie de mon boulot. Ok. Donc, j'anime des ateliers théâtre, je peux jouer dans des pièces, etc. Et ça, c'est un revenu bah, voilà, qui est le mien par ailleurs et qui va me servir à subvenir à mes besoins. Tu vois, aujourd'hui, je ne peux pas subvenir à mes besoins avec YouTube. D'accord. Aujourd'hui, ce que je rentre comme argent, il est quasi réinjecté dans mes dépenses habituelles. Parce que faire des économies sur le dev, c'est bien et c'est énorme. Parce que j'ai regardé à l'échelle de l'année, ça représente plus de 1 000 € Ah oui. de frais que j'ai pas eu à faire. Et ça permet à un labo de me soutenir et de lui faire la promotion de son labo aussi. Tu vois, ça a permis à Clément, qui a lancé Granny Roll, de se mettre à plein temps dessus aussi. Et de quitter son CDI, tu vois. D'accord, ah ouais, donc ça a quand même un vrai impact. Il y a quand même pas mal de choses. Après, je suis pas le seul. Enfin, tu vois, son labo, il se développe aussi grâce à lui. Hein. Et du coup, voilà, ça c'est mon économie YouTube. Et moi, par ailleurs, dans l'idéal, j'aimerais pouvoir n'avoir à faire que YouTube, mais je me suis aussi pour subvenir à mes besoins. Mais aujourd'hui, c'est pas encore le cas. Ok. Et j'espère qu'un jour, ça le sera. Bah, je pense. On fait tout pour. Hein. On vise ça. Mais de toute façon, c'est une économie qui est bancale. Enfin, qui est bancale. C'est comme la freelance, quoi. Tu vois, il y a une espèce de truc. Tu sais jamais. Ouais, bien sûr. Tu sais pas quand est-ce que sera la prochaine. Ah bah c'est pas un CDI avec un SMIC fixe tous les mois. C'est totalement ça oscille tous les mois et. C'est pour ça que c'est hyper important, à mon sens, les plateformes de financement participatif d'une certaine manière, parce que ça permet, même si les gens vont et viennent, c'est que quelques euros, tu vois. C'est pas des contrats avec des marques qui viennent pas pendant 3 mois ou des gros trucs. C'est que en fait, ça permet une espèce de régularité sur laquelle se baser au long terme. Et je crois que c'est ça le plus important, c'est d'avoir une chaîne qui a une trajectoire régulière de long terme. La question, c'est pas de poster là. Moi, je poste 2 vidéos par semaine depuis septembre. La question, c'est pas forcément de faire tout le temps ça. Tu peux poster une vidéo toutes les 2 semaines, mais tant que tu arrives à être régulier et de revenir régulièrement dans la vie des gens, tu vois, avec tes vidéos YouTube, et c'est cool. Mais tant que tu t'y tiens. Mais poster 40 vidéos pendant 1 mois et puis plus rien pendant 6 mois, je trouve que c'est trop violent. Non, puis de toute façon, YouTube veut que y ait une certaine régularité dans la fréquence d'upload. Et puis, exactement comme un podcast, c'est un rendez-vous en fait. Exactement, moi c'est tous les mois. Tous les mois. Et voilà. Je pense qu'on va terminer l'épisode comme ça d'ailleurs. On termine sur tous les mois, Sit and Talk. Voilà. Abonnez-vous sur les plateformes de podcast. Abonnez-vous à sa chaîne YouTube aussi. Et puis surtout, suivez Thomas App sur tous ses réseaux. Tous. Et puis, Coffee Shot. Coffee Shot, ouais. Coffee Shot, c'est mon podcast à moi. Un petit shout-out quand même. Hein. Petite dédicace. C'est mon podcast, j'en serai peut-être à mon 3e épisode là. Voilà. Ok, lui il sort en décembre. Donc là, à l'heure où tout le monde... Non, celui-là. Celui d'aujourd'hui, là. Ok, très bien. Ça sort en décembre. Donc là, à l'heure où vous regardez, vous êtes en train de faire vos achats de Noël, peut-être. C'est ça. Et si c'est... je vous souhaite de bonnes fêtes. Ah bah ouais, bonne fête. Bonne fête. Voilà. Et si vous regardez plus tard, quand même, bonne fête. J'espère que vous avez passé un beau Noël. Voilà. Merci à toi, Thomas. Et puis on se dit à bientôt. C'était un plaisir. À très bientôt. Yes. Salut. Ciao.